Orgueil et préjugés, partie 5. Chapitre 44. Élisabeth s'attendait à ce que M. Darcy lui amenât sa sœur le lendemain de son arrivée à Pemberley, et déjà elle avait résolu de ne pas s'éloigner de l'hôtel ce matin-là. Mais elle s'était trompée dans ses prévisions, car ses visiteurs se présentèrent un jour plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Après une promenade dans la ville avec son oncle et sa tante, tous trois étaient revenus à l'hôtel et se préparaient à aller dîner chez des amis retrouvés par Madame Gardiner lorsque le roulement d'une voiture les attira à la fenêtre. Élisabeth, reconnaissant la livrée du coupé qui s'arrêtait devant la porte, devina tout de suite ce dont il s'agissait et annonça à ses compagnons l'honneur qui allait leur être fait. Monsieur et Madame Gardiner étaient stupéfaits. Mais l'embarras de leur nièce, qu'ils rapprochaient de cet incident et de celui de la veille, leur ouvrit soudain les yeux sur les perspectives nouvelles. Élisabeth se sentait de plus en plus troublée. Tout en s'étonnant elle-même de son agitation, entre autres sujets d'inquiétude, elle se demandait si M. Darcy n'aurait pas trop fait son éloge à sa sœur, et, dans le désir de gagner la sympathie de la jeune fille, elle craignait que tous ses moyens ne vinssent à lui manquer à la fois. Craignant d'être vue, elle s'écarta de la fenêtre et se mit à arpenter la pièce pour se remettre. Mais les regards de surprise qu'échangeaient son oncle et sa tante n'étaient pas faits pour lui rendre son sang-froid. Quelques instants plus tard, Miss Darcy entrait avec son frère et la redoutable présentation avait lieu. À son grand étonnement, Élisabeth put constater que la visiteuse était au moins aussi embarrassée qu'elle-même. Depuis son arrivée à Lambton, elle avait entendu dire que Miss Darcy était extrêmement hautaine. Un coup d'œil lui suffit pour voir qu'elle était surtout prodigieusement timide. Elle était grande et plus forte qu'Élisabeth. Bien qu'elle eût à peine dépassé 16 ans, elle avait déjà l'allure et la grâce d'une femme. Ses traits étaient moins beaux que ceux de son frère, mais l'intelligence et la bonne humeur se lisaient sur son visage. Ses manières étaient aimables et sans aucune recherche. Élisabeth, qui s'attendait à retrouver chez elle l'esprit froidement observateur de son frère, se sentit soulagée. Au bout de peu d'instants, M. Darcy l'informa que M. Bingley se proposait également de venir lui présenter ses hommages. Et Élisabeth avait à peine eu le temps de répondre à cette annonce par une phrase de politesse qu'on entendait déjà dans l'escalier le pas alerte de M. Bingley qui fit aussitôt son entrée dans la pièce. Il y avait longtemps que le ressentiment d'Élisabeth à son égard s'était apaisé, mais s'il n'en avait pas été ainsi, elle n'aurait pu résister à la franche cordialité avec laquelle Bingley lui exprima son plaisir de la revoir. Il s'enquit de sa famille avec empressement, bien que sans nommer personne, et dans sa manière d'être comme dans le langage, il montra l'aisance aimable qui lui était habituelle. Monsieur et Madame Gardiner le considéraient avec presque autant d'intérêt qu'Élisabeth. Depuis longtemps, ils désiraient le connaître. D'ailleurs, toutes les personnes présentes excitaient leur attention. Les soupçons qui leur étaient nouvellement venus les portaient à observer surtout M. Darcy et leur nièce avec une curiosité aussi vive que discrète. Le résultat de leur observation fut la pleine conviction que l'un des deux, au moins, savait ce que c'était d'aimer. Les sentiments de leur nièce, ils doutaient encore un peu, mais il était clair pour eux que M. Darcy débordait d'admiration. Élisabeth, de son côté, avait beaucoup à faire. Elle aurait voulu deviner les sentiments de chacun de ses visiteurs, calmer les siens et se rendre agréable à tous. Ce dernier point sur lequel elle craignait le plus d'échouer était au contraire celui où elle avait le plus de chances de réussir, ses visiteurs étant tous prévenus en sa faveur. À la vue de Bingley, sa pensée s'était aussitôt élancée vers Jane. Combien elle aurait souhaité savoir si la pensée de Bingley avait pris la même direction. Elle crut remarquer qu'il parlait moins qu'autrefois, et, à une ou deux reprises, pendant qu'il la regardait, elle se plut à imaginer qu'il cherchait à découvrir une ressemblance entre elle et sa sœur. Si tout ceci n'était qu'imagination, il y avait du moins un fait sur lequel elle ne pouvait s'abuser. C'était l'attitude de Bingley vis-à-vis de Miss Darcy, la prétendue rivale de Jane.
Rien dans leur manière ne semblait marquer un attrait spécial des deux jeunes gens l'un pour l'autre. Rien ne se passa entre eux qui fût de nature à justifier les espérances de Miss Bingley. Élisabeth saisit au contraire 2 ou 3 petits faits qui lui semblèrent attester chez M. Bingley un sentiment persistant de tendresse pour Jane, le désir de parler de choses se rattachant à elle, et, s'il l'eût osé, de prononcer son nom. À un moment où les autres causaient ensemble, il lui fit observer d'un ton où perçait un réel regret qu'il était resté bien longtemps sans la voir. Puis ajouta avant qu'elle eût le temps de répondre « Oui, il y a plus de 8 mois. Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis le 26 novembre, date à laquelle nous dansions tous deux à Netherfield. » Élisabeth fut heureuse de constater que sa mémoire était si fidèle. Plus tard, pendant qu'on ne les écoutait pas, il saisit l'occasion de lui demander si toutes ses sœurs étaient à Longbourn. En elle-même, ces questions et observations qui l'avaient précédée étaient peu de choses, mais l'accent de Bingley leur donnait une signification. C'était seulement de temps à autre qu'Élisabeth pouvait tourner les yeux vers M. Darcy, mais chaque coup d'œil le lui montrait avec une expression aimable, et quand il parlait, elle ne pouvait découvrir dans sa voix la moindre nuance de hauteur. En le voyant ainsi plein de civilité non seulement à son égard, mais à l'égard de membres de sa famille qu'il avait ouvertement dédaignés, et en se rappelant leur orageux entretien au presbytère de Hunsford, le changement lui semblait si grand et si frappant qu'Élisabeth avait peine à dissimuler son profond étonnement. Jamais encore dans la société de ses amis de Netherfield ou dans celle de ses nobles parentes de Rosings, elle ne l'avait vu si désireux de plaire et si parfaitement exempt de fierté et de raideur. La visite se prolongea plus d'une demi-heure, et en se levant pour prendre congé, M. Darcy pria sa sœur de joindre ses instances aux siennes pour demander à leurs hôtes de venir dîner à Pemberley avant de quitter la région. Avec une nervosité qui montrait le peu d'habitude qu'elle avait encore de faire des invitations, Miss Darcy s'empressa d'obéir. Madame Gardiner regarda sa nièce. N'était-ce pas elle que cette invitation concernait surtout ? Mais Élisabeth avait détourné la tête. Interprétant cette attitude comme un signe d'embarras et non de répugnance pour cette invitation, voyant en outre que son mari paraissait tout prêt à l'accepter, Madame Gardiner répondit affirmativement et la réunion fut fixée au surlendemain. Dès que les visiteurs se furent retirés, Élisabeth, désireuse d'échapper aux questions de son oncle et de sa tante, ne resta que le temps de leur entendre exprimer leur bonne impression sur Bingley, et elle courut s'habiller pour le dîner. Elle avait tort de craindre la curiosité de M. et Madame Gardiner, car ils n'avaient aucun désir de forcer ses confidences. Ils se rendaient compte maintenant qu'Élisabeth connaissait M. Darcy beaucoup plus qu'il ne se l'était imaginé, et ils ne doutaient pas que M. Darcy fût sérieusement épris de leur nièce. Tout cela était à leurs yeux plein d'intérêt, mais ne justifiait pas une enquête. En ce qui concernait Wickham, les voyageurs découvrirent bientôt qu'il n'était pas tenu en grande estime à Lambton. Si ses démêlés avec le fils de son protecteur étaient imparfaitement connus, c'était un fait notoire qu'en quittant le Derbyshire, il avait laissé derrière lui un certain nombre de dettes qui avaient été payées ensuite par M. Darcy. Quant à Élisabeth, ses pensées étaient à Pemberley ce soir-là, plus encore que la veille. La fin de la journée lui parut longue, mais ne le fut pas encore assez pour lui permettre de déterminer la nature exacte des sentiments qu'elle éprouvait à l'égard d'un des habitants du château. Et elle resta éveillée 2 bonnes heures, cherchant à voir clair dans son esprit. Elle ne détestait plus M. Darcy. Non, certes. Il y avait longtemps que son aversion s'était dissipée, et elle avait honte maintenant de s'être laissée aller à un pareil sentiment. Depuis quelque temps déjà, elle avait cessé de lutter contre le respect que lui inspiraient ses indéniables qualités, et sous l'influence du témoignage qui lui avait été rendu la veille, et qui montrait son caractère sous un jour si favorable, ce respect se transformait en quelque chose d'une nature plus amicale. Mais au-dessus de l'estime, au-dessus du respect, il y avait en elle un motif nouveau de sympathie qui ne doit pas être perdu de vue.
c'était la gratitude. Elle était reconnaissante à Darcy non seulement de l'avoir aimé, mais de l'aimer encore assez pour lui pardonner l'impétuosité et l'amertume avec lesquelles elle avait accueilli sa demande, ainsi que les accusations injustes qu'elle avait jointes à son refus. Elle eût trouvé naturel qu'il l'évitât comme une ennemie, et voici que dans une rencontre inopinée, il montrait au contraire un vif désir de se voir renouer leur relation. De l'air le plus naturel, sans aucune assiduité indiscrète, il essayait de gagner la sympathie des siens et cherchait à la mettre elle-même en rapport avec sa sœur. L'amour seul, et un amour ardent, pouvait chez un homme aussi orgueilleux expliquer un tel changement, et l'impression qu'Élisabeth en ressentait était déjà douce, mais difficile à définir. Elle éprouvait du respect, de l'estime et de la reconnaissance. Elle souhaitait son bonheur. Elle aurait voulu seulement savoir dans quelle mesure elle désirait que ce bonheur dépendît d'elle, et si elle aurait raison d'user du pouvoir qu'elle avait conscience de posséder encore, pour l'amener à se déclarer de nouveau. Il avait été convenu le soir entre la tante et la nièce que l'amabilité vraiment extraordinaire de Miss Darcy, venant les voir le jour même de son arrivée, réclamait d'elle une démarche de politesse, et elles avaient décidé d'aller lui faire visite à Pemberley le lendemain. M. Gardiner partit lui-même ce matin-là, peu après le breakfast. On avait reparlé la veille des projets de pêche, et il devait retrouver vers midi quelques-uns des hôtes du château au bord de la rivière. Chapitre 45. Convaincue maintenant que l'antipathie de Miss Bingley était uniquement l'effet de la jalousie, Élisabeth songeait que son arrivée à Pemberley ne causerait à celle-ci aucun plaisir, et elle se demandait avec curiosité en quels termes elles allaient renouer connaissance. À leur arrivée, on leur fit traverser le hall pour gagner le salon. Cette pièce, exposée au nord, était d'une fraîcheur délicieuse. Par les fenêtres ouvertes, on voyait les hautes collines boisées qui s'élevaient derrière le château, et plus près, des chênes et des châtaigniers magnifiques se dressant çà et là sur une pelouse. Les visiteuses y furent reçues par Miss Darcy, qui s'y trouvait en compagnie de Madame Hurst et de Miss Bingley, et de la personne qui lui servait de chaperon à Londres. L'accueil de Georgiana fut plein de politesse, mais empreint de cette gêne causée par la timidité qui pouvait donner à ses inférieurs une impression de hautaine réserve. Madame Gardiner et sa nièce, cependant, lui rendirent justice tout en compatissant à son embarras. Madame Hurst et Miss Bingley les honorèrent simplement d'une révérence, et lorsqu'elles se furent assises, il y eut un silence, embarrassant, comme tous les silences, qui dura quelques instants. Ce fut Madame Annesley, personne d'aspect sympathique et distingué, qui le rompit, et ses efforts pour trouver quelque chose d'intéressant à dire montrèrent la supériorité de son éducation sur celle de ses compagnes. La conversation parvint à s'établir entre elle et Madame Gardiner, avec un peu d'aide du côté d'Élisabeth. Miss Darcy paraissait désireuse d'y prendre part, et risquait de temps à autre une courte phrase quand elle avait le moins de chance d'être entendue. Élisabeth s'aperçut bientôt qu'elle était étroitement observée par Miss Bingley, et qu'elle ne pouvait dire un mot à Miss Darcy sans attirer immédiatement son attention. Cette surveillance ne l'aurait pas empêché d'essayer de causer avec Georgiana sans la distance incommode qui les séparait l'une de l'autre. Mais Élisabeth ne regrettait pas d'être dispensée de parler beaucoup. Ses pensées suffisaient à l'occuper. À tout moment, elle s'attendait à voir apparaître le maître de maison et ne savait si elle le souhaitait ou si elle le redoutait davantage.
Après être restée un quart d'heure sans ouvrir la bouche, Miss Bingley surprit Elizabeth en la questionnant d'un ton froid sur la santé de sa famille. Ayant reçu une réponse aussi brève et aussi froide, elle retomba dans son mutisme. L'arrivée de domestiques apportant une collation composée de viande froide, de gâteaux et des plus beaux fruits de la saison amena une diversion. Il y avait là de quoi occuper agréablement tout le monde, et de belles pyramides de raisins, de pêches et de brugnons rassemblèrent toutes les dames autour de la table. À cet instant, Élisabeth put être fixée sur ses sentiments par l'entrée de M. Darcy dans le salon. Il revenait de la rivière où il avait passé quelque temps avec M. Gardiner et 2 ou 3 hôtes du château, et les avait quittés seulement quand il avait appris que Madame Gardiner et sa nièce se proposaient de faire visite à Georgiana. Dès qu'il apparut, Élisabeth prit la résolution de se montrer parfaitement calme et naturelle. Résolution d'autant plus sage, sinon plus facile à tenir, qu'elle sentait éveiller les soupçons de toutes les personnes présentes et que tous les yeux étaient tournés vers M. Darcy dès son entrée pour observer son attitude. Aucune physionomie ne reflétait une curiosité plus vive que celle de Miss Bingley. En dépit des sourires qu'elle prodiguait à l'un de ceux qui en étaient l'objet, car la jalousie ne lui avait pas enlevé tout espoir et son empressement auprès de M. Darcy restait le même. Miss Darcy s'efforça de parler davantage en présence de son frère. Lui-même laissa voir à Élisabeth combien il désirait qu'elle fît plus ample connaissance avec sa sœur et tâcha d'animer leurs essais de conversation. Miss Bingley le remarquait aussi, et dans l'imprudence de sa colère, saisit la première occasion pour demander avec une politesse moqueuse. « Eh bien, Miss Eliza, est-ce que le régiment de la milice n'a pas quitté Meryton ? Ce doit être une grande perte pour votre famille. » En présence de M. Darcy, elle n'osa pas prononcer le nom de Wickham, mais Élisabeth comprit tout de suite que c'était à lui que Miss Bingley faisait allusion, et les souvenirs que ce nom éveillait la troublèrent un moment. Un effort énergique lui permit de répondre à cette attaque d'un ton suffisamment détaché. Tout en parlant, d'un coup d'œil involontaire, elle vit Darcy, le visage plus coloré, lui jeter un regard ardent, tandis que sa sœur, saisie de confusion, n'osait même pas lever les yeux. Si Miss Bingley avait su la peine qu'elle infligeait à sa très chère amie, elle se serait sans doute abstenue de cette insinuation. Mais elle voulait simplement embarrasser Élisabeth par cette allusion à un homme pour lequel elle lui croyait une préférence, espérant qu'elle trahirait une émotion qui pourrait la desservir aux yeux de Darcy. Voulant aussi, peut-être, rappeler à ce dernier les sottises et les absurdités commises par une partie de la famille Bennet à propos du régiment. Du projet d'enlèvement de Miss Darcy, elle ne savait pas un mot. L'air tranquille d'Élisabeth calma vite l'émotion de M. Darcy, et comme Miss Bingley, désappointée, n'osa faire une allusion plus précise à Wickham, Georgiana se remit aussi peu à peu, mais pas assez pour retrouver le courage d'ouvrir la bouche avant la fin de la visite. Son frère, dont elle n'osait rencontrer le regard, avait presque oublié ce qui la concernait en cette affaire, et l'incident, calculé pour le détourner d'Élisabeth, semblait au contraire avoir fixé sa pensée sur elle avec plus de confiance qu'auparavant. La visite prit fin peu après. Pendant que M. Darcy accompagnait Mme Gardiner et sa nièce jusqu'à leur voiture, Miss Bingley, pour se soulager, se répandit en critiques sur Élisabeth, sur les manières de sa toilette, mais Georgiana se garda bien de lui faire écho. Pour accorder ses bonnes grâces, elle ne consultait que le jugement de son frère qui était infaillible à ses yeux. Or, il avait parlé d'Élisabeth en des termes tels que Georgiana ne pouvait que la trouver aimable et charmante. Quand Darcy rentra au salon, Miss Bingley ne put s'empêcher de lui répéter une partie de ce qu'elle venait de dire à sa sœur. « Comme Eliza Bennet a changé depuis l'hiver dernier. Elle a bruni et perdu toute finesse. Nous disions à l'instant, Louisa et moi, que nous ne l'aurions pas reconnue. » Quel que fût le déplaisir causé à M. Darcy par ces paroles, il se contenta de répondre qu'il ne remarquait chez Élisabeth d'autre changement que le hâle de son teint, conséquent assez naturel d'un voyage fait au cœur de l'été.
Pour ma part, répliqua Miss Bingley, j'avoue que je n'ai jamais pu découvrir chez elle le moindre attrait. Elle a le visage trop mince, le teint sans éclat, ses traits n'ont aucune beauté. Son nez manque de caractère et, quant à ses yeux, que j'ai entendu parfois tellement vanter, je ne leur trouve rien d'extraordinaire. Ils ont un regard perçant et désagréable que je n'aime pas du tout, et toute sa personne respire une suffisance intolérable. Convaincue comme elle l'était de l'admiration de Darcy pour Élisabeth, Miss Bingley s'y prenait vraiment bien mal pour lui plaire. Mais la colère est souvent mauvaise conseillère, et tout le succès qu'elle obtint, et qu'elle méritait, fut d'avoir blessé Darcy. Il gardait toutefois un silence obstiné, et comme si elle avait résolu à toute fin de le faire parler, elle poursuivit. Quand nous l'avons vue pour la première fois en Hertfordshire, je me rappelle à quel point nous avions été surprises d'apprendre qu'elle était considérée là-bas comme une beauté. Je vous entends encore nous dire, un jour où elle était venue à Netherfield, « Jolie Miss Elizabeth Bennet !» Autant dire que sa mère est une femme d'esprit. Cependant, elle a paru faire ensuite quelques progrès dans votre estime, et il fut même un temps, je crois, où vous la trouviez assez bien. En effet, répliqua Darcy, incapable de se contenir plus longtemps. Mais c'était au commencement, car voilà bien des mois que je la considère comme une des plus jolies femmes de ma connaissance. Là-dessus, il sortit, laissant Miss Bingley savourer la satisfaction de lui avoir fait dire ce qu'elle désirait le moins entendre. Madame Gardiner et Élisabeth, pendant leur retour, parlèrent de tout ce qui s'était passé pendant la visite, excepté de ce qui les intéressait davantage l'une et l'autre. Elles échangèrent leurs impressions sur tout le monde, sauf sur celui qui les occupait le plus. Elles parlèrent de sa sœur, de ses amis, de sa maison, de ses fruits, de tout excepté de lui-même. Cependant, Élisabeth brûlait de savoir ce que sa tante pensait de M. Darcy, et Madame Gardiner aurait été infiniment reconnaissante à sa nièce si elle avait entamé ce sujet la première. Chapitre 46. Élisabeth avait été fort désappointée en arrivant à Lambton de ne pas y trouver une lettre de Jane, et chaque courrier avait renouvelé cette déception. Le matin du 3e jour, cependant, l'arrivée de 2 lettres à la fois mit fin à son attente. L'une des 2 lettres, dont l'adresse était fort mal écrite, avait pris une mauvaise direction, ce qui expliquait le retard. Son oncle et sa tante, qui s'apprêtaient à l'emmener faire une promenade, sortirent seuls pour lui permettre de prendre tranquillement connaissance de son courrier. Élisabeth ouvrit en premier la lettre égarée, qui datait déjà de 5 jours. Jane lui racontait d'abord leur dernière réunion et les menues nouvelles locales. Mais la seconde partie, qui avait été écrite un jour plus tard, et témoignait chez Jane d'un état de grande agitation, donnait des nouvelles d'une haute importance. Depuis hier, très chère Lizzie, s'est produit un événement des plus inattendus et des plus graves. Mais j'ai peur de vous alarmer. Ne craignez rien. Nous sommes tous en bonne santé. Ce que j'ai à vous dire concerne la pauvre Lydia. Hier soir, à minuit, tout le monde ici étant couché, est arrivé un express envoyé par le colonel Forster pour nous informer qu'elle était partie pour l'Écosse avec un de ses officiers, pour tout dire, avec Wickham. Vous pensez quelle fut notre stupéfaction? Kitty, cependant, paraissait beaucoup moins étonnée que nous. Quant à moi, je suis on ne peut plus bouleversée. Quel mariage imprudent pour l'un comme pour l'autre. Mais j'essaie de ne pas voir les choses trop en noir, et je veux croire que Wickham vaut mieux que sa réputation. Je le crois léger et imprudent, mais ce qu'il a fait ne décèle pas une nature foncièrement mauvaise, et son choix prouve au moins son désintéressement, car il ignore pas que notre père ne peut rien donner à Lydia. Notre pauvre mère est extrêmement affligée. Mon père supporte mieux ce choc. Comme je suis heureuse que nous ne leur ayons pas communiqué ce que nous savions sur Wickham. Il faut maintenant l'oublier nous-mêmes. Ils ont dû partir tous deux samedi soir, vers minuit,
mais on ne s'est aperçu de leur fuite que le lendemain matin vers 8 heures. L'Express nous a été envoyé immédiatement. Ma chère Lizzie, ils ont dû passer à 10 milles seulement de Longbourn. Le colonel nous fait prévoir qu'il arrivera lui-même sous peu. Lydia avait laissé un mot à sa femme pour lui annoncer sa détermination. Je suis obligée de m'arrêter, car on ne peut laisser notre pauvre mère seule très longtemps. Je sais à peine ce que j'écris. J'espère que vous pourrez tout de même me comprendre. Sans arrêter une seconde pour réfléchir, et en se rendant à peine compte de ce qu'elle éprouvait, Élisabeth saisit la seconde lettre et l'ouvrit fébrilement. Elle contenait ce qui suit. En ce moment, ma chère Lizzie, vous avez sans doute déjà la lettre que je vous ai griffonnée hier à la hâte. J'espère que celle-ci sera plus intelligible. Toutefois, ma pauvre tête est dans un tel état que je ne puis répondre de mettre beaucoup de suite dans ce que j'écris. Ma chère Lizzie, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Il vaut mieux vous les dire tout de suite. Tout imprudent que nous jugions un mariage entre notre pauvre Lydia et M. Wickham, nous ne demandons maintenant qu'à recevoir l'assurance qu'il a bien eu lieu, car trop de raisons nous font craindre qu'il ne soit pas parti pour l'Écorce. Le colonel Forster est arrivé hier, ici, ayant quitté Brighton peu d'heures après son express. Bien que la courte lettre de Lydia et sa femme leur eût donné à croire que le couple se rendait à Greta Green, quelques mots qui échappèrent à Denny, exprimant la conviction que Wickham n'avait jamais eu la moindre intention d'aller en Écosse, pas plus que celle d'épouser Lydia, avaient été rapportés au colonel Forster, qui, prenant alarme, était parti sur l'heure de Brighton pour essayer de relever leurs traces. Il avait pu les suivre facilement jusqu'à Clapham, mais pas plus loin, car en arrivant dans cette ville, ils avaient abandonné la chaise de poste qui les avait emmenés d'Epsom pour prendre une voiture de louage. Tout ce qu'on sait à partir de ce moment, c'est qu'on les a vus poursuivre leur route vers Londres. Je me perds en conjectures. Après avoir fait toutes les enquêtes possibles de ce côté, le colonel Forster a pris la route de Longbourn en les renouvelant à toutes les barrières et toutes les auberges de Barnet et Hartfield. Personne répondant à leur signalement n'avait été remarqué. Il est arrivé à Longbourn en nous témoignant la plus grande sympathie et nous a communiqué ses appréhensions en des termes qui font honneur à ses sentiments. Ni lui ni sa femme, vraiment, ne méritent aucun reproche. Notre désolation est grande, ma chère Lizzie. Mon père et ma mère craignent le pire, mais je ne puis encore croire en tant de perversité de la part de Wickham. Bien des circonstances ont pu leur faire préférer se marier secrètement à Londres plutôt que de suivre leur premier plan. Et même si Wickham avait pu concevoir de tels desseins sur une jeune fille du milieu de Lydia, pouvons-nous supposer qu'elle aurait perdu à ce point le sentiment de son honneur et de sa dignité ? C'est impossible. J'ai le regret de dire, néanmoins, que le colonel Forster ne semble pas disposé à partager l'optimisme de mes suppositions. Il a secoué la tête lorsque je les ai exprimées devant lui et m'a répondu qu'il craignait qu'on ne pût avoir aucune confiance en Wickham. Ma pauvre maman est réellement malade et garde la chambre. Si elle pouvait prendre un peu d'empire sur elle-même. Mais il n'y faut pas compter. Quant à notre père, de ma vie, je ne l'ai jamais vu aussi affecté. La pauvre Kitty s'en veut d'avoir dissimulé cette intrigue, mais peut-on lui reprocher d'avoir gardé pour elle une confidence faite sous le sceau du secret ? Je suis heureuse, ma chère Lizzie, que vous ayez échappé à ces scènes pénibles, mais maintenant que le premier choc est reçu, j'avoue qu'il me tarde de vous voir de retour. Je ne suis pas assez égoïste, cependant, pour vous presser de revenir plus tôt que vous ne le souhaitez. Adieu. Je reprends la plume pour vous prier de faire ce qu'à l'instant je n'osais vous demander. Les circonstances sont telles que je ne puis m'empêcher de vous supplier de revenir tout aussitôt que possible. Je connais assez mon oncle et ma tante pour ne pas craindre de leur adresser cette prière. J'ai encore une autre demande à faire à mon oncle.
Mon père part à l'instant avec le colonel Forster pour Londres, où il veut essayer de découvrir Lydia. Par quels moyens, je l'ignore. Mais son extrême désarroi l'empêchera, je le crains, de prendre les mesures les plus judicieuses. Et le colonel Forster est obligé d'être de retour à Brighton demain soir. Dans une telle conjoncture, les conseils et l'aide de mon oncle lui seraient infiniment utiles. Il comprendra mon sentiment, et je m'en remets à sa grande bonté. « Mon oncle! Où est mon oncle » s'écria Élisabeth, après avoir achevé sa lecture. S'élançant pour courir à sa recherche sans perdre une minute, elle arriva à la porte lorsque celle-ci fut ouverte par un domestique et livra passage à M. Darcy. La pâleur de la jeune fille et son air agité le firent tressaillir. Mais avant qu'il eût pu se remettre de sa surprise et lui adresser la parole, Élisabeth, qui n'avait plus d'autre pensée que celle de Lydia, s'écria « Pardonnez-moi, je vous en prie, si je suis obligée de vous quitter, mais il faut que je trouve à l'instant Monsieur Gardiner pour une affaire extrêmement urgente. Je n'ai pas un instant à perdre. » « Grand Dieu, qu'avez-vous donc » s'écria Darcy, avec plus de sympathie que de discrétion. Puis, se reprenant, « Je ne vous retiendrai pas un instant, mais permettez que ce soit moi ou bien votre domestique qui aille chercher Monsieur et Madame Gardiner. Vous êtes incapable d'y aller vous-même. » Élisabeth hésita, mais ses jambes se dérobaient sous elle, et comprenant qu'il n'y avait aucun avantage à faire elle-même cette recherche, elle rappela le domestique, et d'une voix haletante, à peine intelligible, elle lui donna l'ordre de ramener ses maîtres au plus vite. Dès qu'il fut parti, elle se laissa tomber sur un siège, l'air si défait que M. Darcy ne put se résoudre à la quitter, ni s'empêcher de lui dire d'un ton plein de douceur et de commisération. « Laissez-moi appeler votre femme de chambre. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous procurer quelque soulagement? Un peu de vin, peut-être? Je vais aller vous en chercher. Vous êtes toute pâle. »« Non, je vous remercie, » répondit Élisabeth, en tâchant de se remettre. « Je vous assure que je n'ai rien. Je suis seulement bouleversée par des nouvelles désolantes et que je viens de recevoir de Longbourn. » En parlant ainsi, elle fondit en larmes, et pendant quelques minutes se trouva dans l'impossibilité de continuer. Darcy, anxieux et désolé, ne put que murmurer quelques mots indistincts sur la sympathie et la considérer comme avec une muette compassion. À la fin, elle put reprendre. « Je viens de recevoir une lettre de Jane avec des nouvelles lamentables. Ma jeune sœur a quitté ses amis, elle s'est enfuie avec... Elle s'est livrée au pouvoir de Monsieur Wickham. Vous le connaissez assez pour soupçonner le reste. Elle n'a ni dos, ni situation, ni rien qui puisse le tenter. Elle est perdue à jamais. » Darcy restait immobile et muet d'étonnement. « Quand je pense, » ajouta-t-elle avec une voix encore plus agitée, « que j'aurais pu lui empêcher un pareil malheur, moi qui savais ce qu'il valait, si j'avais seulement répété chez moi une partie de ce que je savais, si on l'avait connu pour ce qu'il était, cela ne serait pas arrivé. Et maintenant, il est trop tard. » « Je suis désolé, » s'écria Darcy, « désolé et indigné. Mais tout cela est-il certain? Absolument certain? » « Hélas, oui, ils ont quitté Brighton dans la nuit de dimanche et on a pu relever leurs traces presque jusqu'à Londres, mais pas plus loin. Ils ne sont certainement pas allés en Écosse. Et qu'a-t-on fait jusqu'ici? Qu'a-t-on tenté pour la retrouver? Mon père est parti pour Londres et Jane écrit pour demander l'aide immédiate de mon oncle. Nous allons partir, je pense, d'ici une demi-heure. Mais que pourra-t-on faire? Quel recours y a-t-il contre tel homme? Arrivera-t-on même à les découvrir? Je n'ai pas le plus léger espoir. La situation est horrible sous tous les aspects. Darcy acquiesça de la tête, silencieusement. Ah! Quand on m'a ouvert les yeux sur la véritable nature de cet homme, si j'avais su alors quel était mon devoir. Mais je n'ai pas su. J'ai eu peur d'aller trop loin. Quelle funeste erreur! Darcy ne répondit pas. Il semblait à peine l'entendre. Plongé dans une profonde méditation, il arpentait la pièce d'un air sombre et le front contracté. Élisabeth le remarqua et comprit aussitôt. Le pouvoir qu'elle avait eu sur lui s'évanouissait, sans doute. Tout devait céder devant la preuve d'une telle faiblesse dans sa famille, devant l'assurance d'une si profonde disgrâce. Elle ne pouvait pas plus s'en étonner que condamner Darcy.
mais la conviction qu'il faisait l'effort pour se ressaisir n'apportait aucun adoucissement à sa détresse. D'autre part, c'était pour elle le moyen de connaître la véritable nature des sentiments qu'elle éprouvait à son égard. Jamais encore elle n'avait senti qu'elle aurait pu l'aimer comme en cet instant où l'aimer devenait désormais chose vaine. Mais elle ne pouvait songer longtemps à elle-même. Lydia, l'humiliation et le chagrin qu'elle leur infligeait à tous eurent aussitôt fait d'écarter toute autre préoccupation. Et plongeant sa figure dans son mouchoir, Élisabeth perdit de vue tout le reste. Après quelques minutes, elle fut rappelée à la réalité par la voix de son compagnon. D'un accent qui exprimait la compassion, mais aussi une certaine gêne, il lui disait « J'ai peur, en restant près de vous, de m'être montré indiscret. Je n'ai aucune excuse à invoquer, sinon celle d'une très réelle, mais bien vaine sympathie. Plût à Dieu qu'il fût en mon pouvoir de vous apporter quelque soulagement en une telle détresse. Mais je ne peux pas vous importuner de souhaits inutiles et qui sembleraient réclamer votre reconnaissance. Ce malheureux événement, je le crains, va priver ma sœur du plaisir de vous voir à Pemberley aujourd'hui. Hélas, oui, soyez assez bon pour exprimer nos regrets à Miss Darcy. Dites que des affaires urgentes nous rappellent immédiatement. Dissimulez la triste vérité tant qu'elle ne sera pas ébruitée. Je sais que ce ne sera pas pour bien longtemps. Il assura de sa discrétion, exprima encore une fois la part qu'il prenait à son chagrin, souhaita une conclusion plus heureuse que les circonstances présentes ne le faisaient espérer, et l'enveloppant d'un dernier regard, prit congé d'elle. Au moment où il disparaissait, Élisabeth se dit qu'ils avaient bien peu de chance de se rencontrer de nouveau dans cette atmosphère de cordialité qui avait fait le charme de leur entrevue en Derbyshire. Au souvenir de leur rapport, si divers et si plein de revirements, elle songea en soupirant à ces étranges vicissitudes de sentiments qui lui faisaient souhaiter maintenant la continuation de ces rapports, après l'avoir amené jadis à se réjouir de leur rupture. Elle voyait partir Darcy avec regret, et cet exemple immédiat des conséquences que devait avoir la conduite de Lydia lui fut, au milieu de ses réflexions, une nouvelle cause d'angoisse. Depuis qu'elle avait lu la seconde lettre, elle n'avait plus le moindre espoir quant à l'honnêteté des intentions de Wickham et à son dessein d'épouser Lydia. Il fallait être Jane pour se flatter d'une telle illusion. Tant qu'elle n'avait connu que le contenu de la première lettre, elle s'était demandé avec une surprise indicible comment Wickham pouvait avoir l'idée d'épouser une jeune fille qu'il savait sans fortune. Que Lydia eût pu se l'attacher lui semblait également incompréhensible. Mais tout s'expliquait maintenant. Pour ce genre d'attachement, Lydia avait suffisamment de charme. Certes, Élisabeth ne pensait pas que celle-ci eût pu consentir à un enlèvement où il n'aurait pas été question de mariage, mais elle se rendait compte aisément que ni la vertu ni le bon sens ne pouvaient empêcher sa sœur de devenir une proie facile. Il lui tardait maintenant d'être de retour. Elle brûlait d'être sur les lieux de pouvoir se renseigner et de partager avec sa sœur les soucis qui, dans une maison aussi bouleversée et en l'absence du père, devaient retomber uniquement sur Jane. Malgré sa crainte de voir rester vains les efforts tentés pour sauver Lydia, elle estimait l'intervention de son oncle de la plus haute importance et attendait son retour dans la plus douloureuse agitation. Monsieur et madame Gardiner arrivèrent tout effrayés, le rapport du domestique leur ayant fait croire que leur nièce se trouvait subitement malade. Elle les rassura sur ce point et leur communiqua immédiatement des 2 lettres de Jane. D'une voix tremblante d'émotion, elle souligna le post-scriptum de la seconde. L'affliction de monsieur et madame Gardiner fut profonde, bien que Lydia n'eût jamais été leur favorite, mais il ne s'agissait pas d'elle seule. Sa disgrâce atteignait toute la famille. Après les premières exclamations de surprise et d'horreur, monsieur Gardiner promit sans hésiter tout son concours. Sa nièce, bien qu'elle n'attendît pas moins de lui, le remercia avec des larmes de reconnaissance. Tous 3 se trouvant animés du même esprit,
leurs dispositions en vue du départ furent prises rapidement. Il fallait se mettre en route aussi vite que possible. « Et notre invitation à Pemberley, qu'allons-nous faire à ce sujet » s'écria madame Gardiner. « John nous a dit que M. Darcy était présent quand vous l'avez envoyé vous chercher. Est-ce bien exact ?»« Parfaitement, et je lui ai dit que nous ne pourrions tenir notre engagement. Tout est réglé de ce côté. » « Qu'est-ce qui est réglé ?» se demandait la tante en courant à sa chambre pour se préparer au départ. Sont-ils dans des termes tels qu'elle ait pu lui découvrir la vérité ? Je donnerais beaucoup pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Si Élisabeth avait eu le loisir de rester inactive, elle se serait sûrement crue incapable de faire quoi qu'il fût dans ce désarroi où elle se trouvait. Mais elle dut aider sa tante dans ses préparatifs qui comprenaient l'obligation d'écrire à tous leurs amis de Lambton afin de leur donner une explication plausible de leur départ subite. En 1 heure, cependant, tout fut terminé, et M. Gardiner, ayant pendant ce temps réglé ses comptes à l'hôtel, il n'y eut plus qu'à partir. Après cette dure matinée, Élisabeth se trouva en moins de temps qu'elle ne l'aurait supposé, installée en voiture et sur la route de Langbourn. Chapitre 47. « Plus je réfléchis à cette affaire, Élisabeth, lui dit son oncle, comme il quittait la ville, plus j'incline à penser comme votre sœur aînée. Il me semble si étrange qu'un jeune homme ait pu former un tel dessein sur une jeune fille qui n'est pas, certes, sans protecteur et sans amis, et qui, par contre, réside dans la famille de son colonel, que je suis très enclin à adopter la supposition la plus favorable. Wickham pouvait-il attendre à ce que la famille de Lydia n'intervînt pas, ou pouvait-il ignorer qu'il serait mis au banc de son régiment avec un tel affront fait au colonel Forster ? Le risque serait hors de proportion avec le but. « Le croyez-vous vraiment » s'écria Élisabeth, dont le visage s'éclaira un instant. « Pour ma part, » s'écria madame Gardiner, « je commence à être de l'avis de votre oncle. Il y aurait là un trop grand oubli de la bienséance, de l'honneur et de ses propres intérêts pour que Wickham puisse en être accusé. Vous-même, Lizzie, avez-vous perdu toute estime pour lui au point de l'en croire incapable ? Capable de négliger ses intérêts, non, je ne le crois pas, mais de négliger tout le reste, oui, certes. Si cependant tout était pour le mieux, mais je n'ose espérer. Pourquoi dans ce cas ne serait-il pas parti pour l'Écosse ? En premier lieu, répéta M. Gardiner, il n'y a pas de preuve absolue qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le fait qu'ils ont tiré la voiture de poste pour prendre une voiture de louage est une bien forte présomption. En outre, on n'a pu relever d'eux aucune trace sur la route de Barnet. Eh bien, supposons qu'ils soient à Londres. Ils peuvent y être pour se cacher, mais sans autre motif plus blâmable. N'ayant sans doute ni l'un ni l'autre beaucoup d'argent, ils ont pu trouver plus économique, sinon aussi expéditif, de se faire marier à Londres plutôt qu'en Écosse. Mais pourquoi tout ce mystère ? Pourquoi ce mariage clandestin ? Non, non, cela n'est pas vraisemblable. Son ami le plus intime, vous l'avez vu dans le récit de Jane, est persuadé qu'il n'a jamais eu l'intention d'épouser Lydia. Jamais Wickham n'épousera une femme sans fortune. Ses moyens ne le lui permettent pas. Et quels attraits possède donc Lydia, à part sa jeunesse et sa gaieté, pour le faire renoncer en sa faveur à un mariage plus avantageux ? Quant à la disgrâce qu'il encourait à son régiment, je ne puis en juger, mais j'ai bien peur que votre dernière raison ne puisse se soutenir. Lydia n'a pas de frère pour prendre en main ses intérêts, et Wickham pouvait imaginer, d'après ce qu'il connaît de mon père, de son indolence et du peu d'attention qu'il semble donner à ce qu'il se passe chez lui, qu'il ne prend pas cette affaire aussi tragiquement que bien des pères de famille. Mais croyez-vous, Lydia, assez fermée à tout sentiment autre que sa folle passion pour consentir de vivre avec Wickham sans qu'il soit marié ? Il est vraiment affreux, répondit Élisabeth, les yeux pleins de larmes, d'être forcée de douter de sa sœur, et cependant, je ne sais que répondre. Peut-être suis-je injuste à son égard, mais Lydia est très jeune, elle n'a pas été habituée à penser aux choses sérieuses, et voilà 6 mois que le plaisir et la vanité sont toutes ses préoccupations.
On l'a laissé libre de disposer de son temps de la façon la plus frivole et de se gouverner à la fantaisie. Depuis que le régiment a pris ses quartiers à Meriton, elle n'avait plus en tête que le flirt et les militaires. Bref, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, comment dirais-je, pour donner encore plus de force à ses penchants déjà si accusés. Et vous savez comme moi que Wickham, par la séduction de ses manières et de sa personne, a tout ce qu'il faut pour tourner une tête à de jeunes filles. Mais vous voyez, dit sa tante, que Jane ne juge pas Wickham assez mal pour le croire capable d'un tel scandale. Qui Jane n'a-t-elle jamais jugé sévèrement? Cependant, elle connaît Wickham aussi bien que moi. Nous savons toutes deux qu'il est dépravé au véritable sens du mot, qu'il n'a ni loyauté ni honneur et qu'il est aussi trompeur qu'insinuant. « Vous savez vraiment tout cela ?» s'écria madame Gardiner, brûlant de connaître la source de toutes ces révélations. « Oui, certes, répliqua Élisabeth en rougissant. Je vous ai parlé l'autre jour de l'infamie de sa conduite envers M. Darcy. Vous-même, pendant votre séjour à Longbourn, avez pu entendre de quelle manière il parlait de l'homme qui a montré à son égard tant de patience et de générosité. Il y a d'autres circonstances que je ne suis pas libre de raconter. Ces mensonges sur la famille de Pemberley ne comptent plus. Parce qu'il m'avait dit que, de Miss Darcy, je m'attendais à trouver une jeune fille fière, distante et désagréable. Il savait pourtant qu'elle était aussi aimable et aussi simple que nous l'avons trouvée. Mais Lydia ne sait-elle rien de tout cela? Peut-elle ignorer ce dont vous et Jane paraissez si bien informés? Hélas, c'est bien là le pire. Jusqu'à mon séjour dans le Kent, pendant lequel j'ai beaucoup vu M. Darcy et son cousin, le colonel Fitzwilliam, j'ignorais moi-même la vérité. Quand je suis revenu à la maison, le régiment allait bientôt quitter Meriton. Ni Jane ni moi n'avons jugé nécessaire de dévoiler ce que nous savions. Quand il fut décidé que Lydia irait avec les Forster à Brighton, la nécessité de lui ouvrir les yeux sur le véritable caractère de Wickham ne m'est pas venue à l'esprit. Vous devinez combien j'étais loin de penser que mon silence pût causer une telle catastrophe. Ainsi, au moment du départ pour Brighton, vous n'aviez aucune raison de les croire épris l'un de l'autre? Aucune. Ni d'un côté, ni de l'autre. Je ne puis me rappeler le moindre indice d'infection. Pourtant, si quelque chose de ce genre avait été visible, vous pensez que dans une famille comme la nôtre, on n'aurait pas manqué de s'en apercevoir. Lors de l'arrivée de Wickham à Meriton, Lydia était certes pleine d'admiration pour lui, mais elle n'était pas la seule, puisqu'il avait fait perdre la tête à toutes les jeunes filles de Meriton et des environs. Lui-même, de son côté, n'avait paru distinguer Lydia par aucune attention particulière. Aussi, après une courte période d'admiration effrénée, les caprices de Lydia s'étaient éteints, et elle avait rendu sa préférence aux officiers qui se montraient plus assidus auprès d'elle. On s'imagine facilement que tel fut l'unique sujet de conversation durant tout le temps du voyage, bien qu'il n'y eût dans tout ce qu'ils disaient rien qui fût de nature à donner plus de force à leurs craintes ou à leurs espoirs. Le trajet se fit avec toute la rapidité possible. En voyageant toute la nuit, ils réussirent à atteindre Longbourn le jour suivant, à l'heure du dîner. C'était un soulagement pour Élisabeth de penser que l'épreuve d'une longue attente serait épargnée à Jane. Attirés par la vue de la chaise de poste, les petits gardineurs se pressaient sur les marches du perron lorsqu'elle franchit le portail, et, au moment où elle s'arrêta, leur joyeuse surprise se traduisit par des gambades et des culbutes. Élisabeth avait déjà sauté de la voiture et, leur donnant à chacun un baiser hâtif, s'était élancée dans le vestibule où elle rencontra Jane, qui descendait en courant de l'appartement de sa mère. Élisabeth, en la serrant affectueusement dans ses bras, pendant que leurs yeux s'emplissaient de larmes, se hâta de lui demander si l'on avait des nouvelles des fugitifs. « Pas encore, dit Jane, mais maintenant que mon cher oncle est là, j'ai l'espoir que tout va s'arranger. » « Mon père est-il à Londres ?»« Oui, depuis mardi, comme je vous l'ai écrit. »« Et vous avez reçu de ses nouvelles ?»« Une fois seulement. Il m'a écrit mercredi quelques lignes pour me donner les instructions que je lui avais demandées. Il ajoutait qu'il n'écrirait plus tant qu'il n'aurait rien d'important à nous annoncer. « Et notre mère, comment va-t-elle? Comment allez-vous tous ?»
Elle ne va pas mal, je crois, bien que très secouée, mais ne quitte pas sa chambre. Elle sera satisfaite de vous voir tous les trois. Marie et Kitty, Dieu merci, vont bien. Mais vous, s'écria Élisabeth, je vous trouve très pâle. Vous avez dû passer des heures bien cruelles. Jane assura qu'elle allait parfaitement et leur conversation fut coupée par l'arrivée de M. et Mme Gardiner, que leurs enfants avaient retenus jusque-là. Jane courut à eux et les remercia en souriant à travers ses larmes. Madame Bennet les reçut comme il pouvait s'y attendre, pleurant, gémissant, accablant d'invectives l'infâme conduite de Wickham, plaignant ses propres souffrances et accusant l'injustice du sort, blâmant tout le monde, excepté la personne dont l'indulgence mal avisée était surtout responsable de l'erreur de sa fille. Si j'avais pu aller avec toute ma famille à Brighton, comme je le désirais, mais cela n'est pas arrivé. Mais Lydia, la pauvre enfant, n'avait personne pour veiller sur elle. Comment se peut-il que les Forster ne l'aient pas mieux gardée? Il y a eu certainement de leur part une négligence coupable, car Lydia n'était pas fille à agir ainsi. Si elle avait été suffisamment surveillée, j'ai toujours pensé qu'on n'aurait pas dû leur confier. Mais, comme c'est la règle, on ne m'a pas écouté. Pauvre cher enfant, et maintenant, voilà monsieur Bennet parti. Il va sûrement se battre en duel avec Wickham s'il le retrouve, et il se fera tuer. Et alors, qu'adviendra-t-il de nous toutes? À peine aura-t-il rendu le dernier soupir que les Collins nous mettront hors d'ici, et si vous n'avez pas pitié de nous, mon frère, je ne sais vraiment pas ce que nous deviendrons. Tous protestèrent en chœur contre ces sombres suppositions, et M. Gardiner, après avoir assuré sa sœur de son dévouement pour elle et sa famille, dit qu'il retournerait à Londres le lendemain pour aider M. Bennet de tout son pouvoir à retrouver Lydia. « Ne vous laissez pas aller à d'inutiles alarmes, » s'ajouta-t-il. « S'il vaut mieux s'attendre au pire, nous n'avons pas de raison de le considérer comme certain. Il n'y a pas tout à fait une semaine qu'ils ont quitté Brighton. Dans quelques jours, nous pouvons avoir de leurs nouvelles, et, jusqu'à ce que nous apprenions qu'ils ne sont pas mariés ni sur le point de l'être, rien ne prouve que tout soit perdu. Dès que je serai à Londres, j'irai trouver votre mari. Je m'installerai chez moi, et nous pourrons alors décider ensemble ce qu'il convient de faire. »« Oh, mon cher frère !» s'exclama madame Bennet, « je ne pouvais rien souhaiter de mieux. Et maintenant, je vous en supplie, où qu'ils soient, trouvez-les. Et s'ils ne sont pas mariés, mariez-les. Que la question des habits de noces ne les retarde pas. Dites seulement à Lydia qu'aussitôt mariée, elle aura tout l'argent nécessaire pour les acheter. Mais, par-dessus tout, empêchez M. Bennet de se battre. Dites-lui que, quelque état affreux vous m'avez vue, à moitié morte de peur, avec de telles crises de frissons, de spasmes dans le côté, de douleurs dans la tête et de palpitations, que je ne puis reposer ni jour ni nuit. Dites encore à cette chère Lydia de ne pas prendre de décision pour ses achats de toilette avant de m'avoir vue, parce qu'elle ne connaît pas les meilleures maisons. Oh, mon frère, que vous êtes bon. Je sais qu'on peut compter sur vous pour tout arranger. M. Gardiner l'assura de nouveau de son vif désir de l'aider et lui recommanda la modération dans ses espoirs aussi bien que dans ses craintes. La conversation continua ainsi jusqu'à l'annonce du dîner. Alors, ils descendirent tous, laissant madame Bennet s'épancher dans le sein de la femme de charge qui la soignait en l'absence de ses filles. Bien que la santé de madame Bennet ne parût pas réclamer de telles précautions, son frère et sa belle-sœur ne cherchèrent pas à la persuader de quitter sa chambre, car ils savaient qu'elle était incapable de se taire à table devant les domestiques, et ils jugeaient préférable qu'une seule personne, la servante en qui l'on pouvait avoir le plus confiance, reçut la confidence de ses craintes et de ses angoisses. Dans la salle à manger, ils furent bientôt rejoints par Marie et Kitty, que leurs préoccupations avaient empêché de paraître plus tôt. L'une avait été retenue par ses livres, l'autre par sa toilette. Toutes deux avaient le visage suffisamment calme. Néanmoins, l'absence de sa sœur favorite, ou le mécontentement qu'elle avait encouru elle-même en cette affaire, donnait à la voix de Kitty un accent plus désagréable que d'habitude. Quant à Mary,
Elle était assez maîtresse d'elle-même pour murmurer à Élisabeth dès qu'elles furent assises à table. C'est une bien regrettable histoire, et qui va faire beaucoup parler, mais de ce triste événement, il y a une leçon utile à tirer. C'est que, chez la femme, la perte de la vertu est irréparable, que sa réputation est aussi fragile qu'elle est précieuse, et que nous ne saurions être trop en garde contre les représentants indignes de l'autre sexe. Élisabeth lui jeta un regard stupéfait et se sentit incapable de lui répondre. Dans l'après-midi, les deux aînés purent avoir une demi-heure de tranquillité. Élisabeth en profita pour poser à Jane maintes questions. « Donnez-moi tous les détails que je ne connais pas encore. Qu'a dit le colonel Forster? N'avait-il, lui et sa femme, conçu aucun soupçon avant le jour de l'enlèvement? On devait voir Lydia et Wickham souvent ensemble. » Le colonel Forster a avoué qu'il avait eu à plusieurs reprises soupçonné une certaine inclinaison, du côté de Lydia surtout, mais rien dont on eût lieu de s'alarmer. Je suis si fâché pour ce pauvre colonel. Il est impossible d'agir avec plus de cœur qu'il ne l'a fait. Il se proposait de venir nous exprimer sa contrariété avant même de savoir qu'il n'était pas parti pour l'Écosse. Dès qu'il a été renseigné, il a hâté son voyage. Et Denny, est-il vraiment convaincu que Wickham ne voulait pas épouser Lydia? Le colonel Forster a-t-il vu Denny lui-même? Oui, mais questionné par lui, Denny a nié avoir eu connaissance des plans de son camarade et n'a pas voulu dire ce qu'il en pensait. Ceci me laisse espérer qu'on a pu mal interpréter ce qu'il m'avait dit en premier lieu. Jusqu'à l'arrivée du colonel, personne de vous, naturellement, n'éprouvait le moindre doute sur le but de leur fuite. Comment un tel doute aurait-il pu nous venir à l'esprit? J'éprouvais bien quelque inquiétude au sujet de l'avenir de Lydia, la conduite de Wickham n'ayant pas toujours été sans reproche. Mais mon père et ma mère ignoraient tout cela et sentaient seulement l'imprudence d'une telle union. C'est alors que Kitty, avec un air de se prévaloir de ce qu'elle en savait plus que nous a avoué que Lydia, dans sa dernière lettre, l'avait préparé à cet événement. Elle savait qu'ils s'aimaient, semble-t-il, depuis plusieurs semaines. Mais pas avant le départ pour Brighton? Non, je ne le crois pas. Et le colonel Forster, semblait-il juger lui-même Wickham défavorablement? Le connaît-il sous son vrai jour? Je dois reconnaître qu'il n'en a pas dit autant de bien qu'autrefois. Il le trouve imprudent et dépensier, et depuis cette triste affaire, on dit dans Meryton qu'il y a laissé beaucoup de dettes. Mais je veux espérer que c'est faux. Oh, Jane, si seulement nous avions été moins discrètes, si nous avions dit ce que nous savions, rien ne serait arrivé. Peut-être cela eût-il mieux valu, mais nous avons agi avec les meilleures intentions. Le colonel Forster a-t-il pu vous répéter ce que Lydia avait écrit à sa femme? Il a rapporté la lettre elle-même pour nous la montrer. La voici. Et Jane, la prenant dans son portefeuille, l'attendit à Élisabeth. La lettre était ainsi conçue. Ma chère Harriet, vous allez sûrement bien rire en apprenant où je suis partie. Je ne puis m'empêcher de rire moi-même en pensant à la surprise que vous aurez demain matin lorsque vous vous apercevrez que je ne suis plus là. Je pars pour Gretna Green, et si vous ne devinez pas avec qui, c'est que vous serez bien sotte, car il n'y a que lui qui existe à mes yeux. C'est un ange, et je l'adore. Aussi ne vois-je aucun mal à partir avec lui. Ne vous donnez pas la peine d'écrire à Longbourn si cela vous ennuie. La surprise n'en sera que plus grande lorsqu'on recevra là-bas une lettre de moi signée Lydia Wickham. La bonne plaisanterie. J'en ris tellement que je puis à peine écrire. Dites à Pratt mon regret de ne pouvoir danser avec lui ce soir. Il ne m'en voudra pas de ne point tenir ma promesse quand il saura la raison qui m'en empêche. J'enverrai chercher mes vêtements dès que je serai à Longbourn, mais je vous serai reconnaissante de dire à Sally de réparer un grand accroc à ma robe de mousseline brodée avant de l'emballer. Mes amitiés au colonel Forster, j'espère que vous boirez tous deux à notre santé et à notre heureux voyage. Votre amie affectionnée, Lydia.
Écervelée, insouciante Lydia, s'écria Élisabeth. Écrire une telle lettre, dans un moment pareil. Toutefois, ceci nous montre que de son côté, il n'y avait pas de honteuses intentions. Mon pauvre père, quel coup pour lui. Il a été positivement atterré. Pendant quelques minutes, il est resté sans pouvoir articuler une syllabe. Ma mère s'est trouvée mal, et la maison a été dans un état de confusion indescriptible. « Oh, Jane !» s'écria Élisabeth. « Y a-t-il eu un seul de nos domestiques qui n'ait pas tout connu avant la fin de la journée ?»« Je ne sais. Il est bien difficile d'être sur ses gardes en de tels moments. Notre mère avait des attaques de nerfs, et je faisais tout mon possible pour la soulager. Mais je crains de n'avoir pas fait tout ce que j'aurais pu. L'horreur et le chagrin m'ôtaient presque l'usage de mes facultés. Toutes ces fatigues ont excédé vos forces. Vous avez l'air épuisé. Oh, que n'étais-je avec vous? Tous les soins et toutes les angoisses sont retombés sur vous seul. Mary et Kitty ont été très gentilles. Ma tante Phillips, venue de Longbourn mardi, après le départ de notre père, a eu l'obligeance de rester avec nous jusqu'à jeudi. Lady Lucas, elle aussi, nous a montré beaucoup de bonté. Elle est venue mercredi nous apporter ses condoléances et nous offrir ses services ou ceux de ses filles au cas où nous en aurions besoin. Lady Lucas aurait mieux fait de rester chez elle, s'écria Élisabeth. Peut-être ses intentions étaient bonnes, mais dans une infortune comme la nôtre, moins on voit ses voisins et mieux cela vaut. Leur assistance ne peut être d'aucun secours et leurs condoléances sont opportunes. Qu'elles triomphent de loin et nous laissent en paix. Elle s'enquit alors des mesures que M. Bennet, une fois à Londres, comptait prendre pour retrouver sa fille. Il voulait, je crois, aller à Epsom, car c'est là que Wickham et Lydia ont changé de chevaux pour la dernière fois, et voir s'il pouvait obtenir des postillons quelques renseignements. Son but principal était de découvrir la voiture de louage qu'ils avaient prise à Clapham. Cette voiture avait emmené de Londres un voyageur. S'il pouvait connaître la maison où le fiacre avait déposé son voyageur, il aurait à faire là aussi une enquête qui pouvait, pensait-il, lui faire découvrir le numéro et la station du fiacre. J'ignore ses autres projets. Il avait si grande hâte de partir et il était tellement troublé que j'ai déjà eu beaucoup de mal à lui arracher ces quelques renseignements. Chapitre 48. Le lendemain matin, on attendait à Longbourn à recevoir une lettre de M. Bennet. Mais le courrier passa sans rien apporter de lui. M. Bennet était connu pour être en temps ordinaire un correspondant plein de négligence. Tout de même, en des circonstances pareilles, les siens attendaient de lui un effort. Ils furent obligés de conclure qu'il n'avait à leur envoyer aucune nouvelle rassurante. Mais de cela même, ils auraient aimé être certains. M. Gardiner se mit en route pour Londres aussitôt après le passage de la poste. Pour lui, du moins, on serait rassuré d'être tenu au courant. Il devait insister auprès de M. Bennet pour qu'il revînt chez lui le plus tôt possible. Il l'avait promis en partant, un grand soulagement de sa sœur, qui voyait dans ce retour la seule chance pour son mari de n'être pas tué en duel. Madame Gardiner s'était décidée à rester quelques jours de plus en Hertfordshire avec ses enfants, dans la pensée qu'elle pourrait être utile à ses nièces. Elle les aidait à s'occuper de leur mère, et sa présence leur était un réconfort dans leurs moments de liberté. Leur tante Phillips, aussi, les visitait fréquemment, et toujours, comme elle le disait, dans l'unique but de les distraire et de les remonter. Mais, comme elle n'arrivait jamais sans leur apporter un nouveau témoignage des désordres de Wickham, elle laissait généralement ses nièces plus découragées qu'elle ne les avait trouvées. Tout Meryton semblait s'acharner à noircir l'homme qui, 3 mois auparavant, avait été son idole. On racontait qu'il avait laissé des dettes chez tous les commerçants de la ville, et qu'il avait eu des intrigues qu'on décorait du nom de séduction dans les familles de tous les commerçants. On le proclamait d'une voix unanime l'homme le plus dépravé de l'univers, et chacun commençait à découvrir que ses dehors vertueux ne lui avaient jamais inspiré confiance.
Élisabeth, tout en ajoutant pas foi à la moitié de ses racontars, en retenait assez pour être de plus en plus convaincue de la perte irrémédiable de sa sœur. Jane elle-même abandonnait tout espoir à mesure que le temps s'écoulait, car si les fugitifs étaient partis pour l'Écosse, ce qu'elle avait toujours voulu espérer, on aurait selon toute probabilité déjà reçu de leurs nouvelles. M. Gardiner avait quitté Longbourn le dimanche. Le mardi, sa femme reçut une lettre où il disait qu'il avait vu son beau-frère à son arrivée et il avait décidé à s'installer à Grace Church Street. M. Bennet revenait d'Epsom et de Clapham, où il n'avait pu recueillir la moindre information. Il se disposait maintenant à demander des renseignements dans tous les hôtels de Londres, pensant que Wickham et Lydia avaient pu séjourner dans l'un d'eux avant de trouver un logement. M. Gardiner n'attendait pas grand-chose de ces recherches, mais comme son beau-frère y tenait, il s'apprêtait à le seconder. Il ajoutait que M. Bennet n'était pas disposé pour l'instant à quitter Londres, et qu'il allait écrire à sa famille. Un post-scriptum suivait ainsi conçu. Je viens d'écrire au colonel Forster pour lui demander d'essayer de savoir par les camarades de Wickham si ce dernier a des parents ou des amis en passe de connaître l'endroit où il se dissimule. Ce serait un point capital pour nous que de savoir où nous adresser avec des chances de trouver un fil conducteur. Actuellement, nous n'avons rien pour nous guider. Le colonel Forster, j'en suis sûr, fera tout son possible pour nous obtenir ce renseignement. Mais, en y réfléchissant, je me demande si Lizzie ne saurait pas nous dire mieux que personne quels peuvent être les proches parents de Wickham. Élisabeth se demanda pourquoi l'on faisait appel à ces concours. Il lui était impossible de fournir aucune indication. Elle n'avait jamais entendu parler à Wickham de parents autres que le père et sa mère décédés depuis longtemps. Il était possible, en effet, qu'un de ses camarades du régiment fût capable d'apporter plus de lumière. Même sans chance sérieuse de réussir, il y avait à faire de ce côté une tentative qui entretiendrait l'espérance dans les esprits. L'une après l'autre, les journées s'écoulaient à Longbourn dans une anxiété qui redoublait à l'heure de chaque courrier. Car toute nouvelle, bonne ou mauvaise, ne pouvait venir que par la poste. Mais avant que M. Gardiner écrivît de nouveau, une lettre venant d'une toute autre direction, une lettre de M. Collins arriva à l'adresse de M. Bennet. Jane, chargée de dépouiller le courrier de son père, l'ouvrit, et Élisabeth, qui connaissait le curieux style des lettres de son cousin, lut par-dessus l'épaule de sa sœur. Mon cher monsieur, nos relations de parenté et ma situation de membre du clergé me font un devoir de prendre part à la douloureuse affliction qui vous frappe et dont nous avons été informés hier par une lettre du Hertfordshire. Croyez bien, cher monsieur, que Madame Collins et moi sympathisons sincèrement avec vous et toute votre respectable famille dans votre présente infortune, d'autant plus amère qu'elle est irréparable. Je ne veux oublier aucun argument capable de vous réconforter dans cette circonstance affligeante entre toutes pour le cœur d'un père. La mort de votre fille eût été en comparaison une grâce du ciel. L'affaire est d'autant plus triste qu'il y a fort à supposer, ainsi que me le dit ma chère Charlotte, que la conduite licencieuse de votre fille provient de la manière déplorable dont elle a été gâtée. Cependant, pour votre consolation et celle de Madame Bennet, j'incline à penser que sa nature était foncièrement mauvaise, sans quoi elle n'aurait pas commis une telle énormité à un âge aussi tendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes fort à plaindre, et je partage cette opinion non seulement avec Madame Collins, mais encore avec Lady Catherine et Miss de Bourgh. Elles craignent, comme moi, que l'erreur d'une des sœurs ne porte préjudice à l'avenir de toutes les autres. Car, ainsi que daignait tout à l'heure me faire remarquer Lady Catherine, qui voudrait maintenant s'allier à votre famille. Et cette considération me porte à réfléchir sur le passé avec encore plus de satisfaction, car si les événements avaient pris un autre tour en novembre dernier,
Il me faudrait participer maintenant à votre chagrin et à votre déshonneur. Laissez-moi vous conseiller, cher monsieur, de reprendre courage, de rejeter loin de votre affection une fille indigne et de la laisser recueillir les fruits de son coupable égarement. Croyez, cher monsieur, etc., etc. Monsieur Gardiner ne réécrivit qu'après avoir reçu la réponse du colonel Forster, mais il n'avait rien de satisfaisant à communiquer. On ne connaissait à Wickham aucun parent avec qui il entretint des rapports, et très certainement il n'avait plus de famille proche. Il ne manquait pas de relations banales, mais depuis son arrivée au régiment, on ne l'avait vu se lier intimement avec personne. L'état pitoyable de ses finances était pour lui un puissant motif de se cacher, qui s'ajoutait à la crainte d'être découvert par la famille de Lydia. Le bruit se répandait qu'il avait laissé derrière lui des dettes de jeu considérables. Le colonel Forster estimait qu'il faudrait plus de 1000 livres pour régler ses dépenses à Brighton. Il devait beaucoup en ville, mais ses dettes d'honneur étaient plus formidables encore. Monsieur Gardiner n'essayait pas de dissimuler ses faits. Jane les apprit avec horreur. « Quoi, Wickham, un joueur? C'est inouï, s'écria-t-elle. Je ne m'en serais jamais doutée. » La lettre de M. Gardiner annonçait aux jeunes filles le retour probable de leur père le lendemain, même qui était un samedi. Découragé par l'insuccès de ses tentatives, il avait cédé aux instances de son beau-frère qui l'engageait à retourner auprès des siens en lui laissant le soin de poursuivre ses recherches à Londres. Cette détermination ne causa pas à Madame Bennet la joie à laquelle on s'attendait après les craintes qu'elle avait manifestées pour l'existence de son mari. « Comment ? Il revient sans cette pauvre Lydia ? Il quitte Londres avant de les avoir retrouvés. Qui donc, s'il s'en va, se battra avec Wickham pour l'obliger à épouser Lydia ?» Comme Madame Gardiner désirait retourner chez elle, il fut convenu qu'elle partirait avec ses enfants le jour du retour de M. Bennet. La voiture les transporta donc jusqu'au premier relais et revint à Longbourn avec son maître. Madame Gardiner repartait non moins intriguée au sujet d'Elizabeth et de son amie de Pemberley qu'elle l'avait été en quittant le Derbyshire. Le nom de Darcy n'était plus jamais venu spontanément aux lèvres de sa nièce, et le demi-espoir qu'elle-même avait formé de voir arriver une lettre de lui s'était évanoui. Depuis son retour, Élisabeth n'avait rien reçu qui parût venir de Pemberley. En vérité, on ne pouvait faire aucune conjecture d'après l'humeur d'Élisabeth, son abattement s'expliquant assez par les tristesses de la situation présente. Cependant, celle-ci voyait assez clair en elle-même pour sentir que si elle n'avait pas connu Darcy, elle aurait supporté la crainte du déshonneur de Lydia avec un peu moins d'amertume et qu'une nuit d'insomnie sur 2 lui aurait été épargnée. Lorsque Monsieur Bennet arriva chez lui, il paraissait avoir repris son flegme et sa philosophie habituelle. Aussi, peu communicatif que coutume, il ne fit aucune allusion à l'événement qui avait motivé son départ, et ses filles n'eurent pas le courage de lui en parler elles-mêmes. C'est seulement l'après-midi, lorsqu'il les rejoignit pour le thé, qu'Élisabeth osa aborder le sujet. Mais lorsqu'elle eut exprimé brièvement son regret de tout ce qu'il avait dû supporter, il répliqua. « Ne parlez pas de cela. Comme je suis responsable de ce qui s'est passé, il est bien juste que j'en souffre. » « Ne soyez pas trop sévère pour vous-même, protesta Élisabeth. C'est charitable à vous de me prémunir contre un tel danger. Non, Lizzie, laissez-moi sentir au moins une fois dans mon existence combien j'ai été répréhensible. Ne craignez point de me voir accablé par ce sentiment qui passera toujours assez tôt. Croyez-vous qu'il soit à Londres? Je le crois. Où pourrait-il être mieux caché? Et Lydia souhaitait beaucoup aller à Londres, remarqua Kitty. Elle peut être satisfaite alors, dit son père froidement, car elle y demeurera sans doute quelque temps. Après un court silence, il reprit. Lizzie, je ne vous en veux pas d'avoir eu raison contre moi. L'avis que vous m'avez donné au mois de mai et qui se trouve justifié par les événements dénote un esprit clairvoyant.
Ils furent interrompus par Jane, qui venait chercher le thé de sa mère. « Quelle aimable mise en scène, et que cela donne d'élégance au malheur !» s'écria M. Bennet. « J'ai bonne envie, moi aussi, de m'enfermer dans ma bibliothèque en bonnet de nuit et en robe de chambre, et de donner tout l'embarras possible à mon entourage. Mais peut-être puis-je attendre pour cela que Kitty se fasse enlever à son tour. »« Mais je n'ai pas l'intention de me faire enlever, papa, répliqua Kitty d'un ton vexé. Et si jamais je vais à Brighton, je m'y conduirai beaucoup mieux que Lydia. Vous, aller à Brighton? Mais je ne voudrais pas vous voir aller même à Eastbourne pour un empire. Non, Kitty, j'ai appris enfin la prudence, et vous en sentirez les effets. Aucun officier désormais ne sera admis à franchir le seuil de la maison, ni même à passer par le village. Les bals seront absolument interdits, à moins que vous n'y dansiez qu'avec vos sœurs, et vous ne sortirez des limites du parc que lorsque vous aurez prouvé que vous pouvez consacrer 10 minutes par jour à une occupation raisonnable. Kitty, qui prenait tous ces menaces à la lettre, fondit en larmes. « Allons, allons. Ne pleurez pas, lui dit son père. Si vous êtes sage, d'ici une dizaine d'années, je vous promets de vous mener à une revue. » Chapitre 49. 2 jours après le retour de M. Bennet, Jane et Elizabeth se promenaient ensemble dans le bosquet derrière la maison, lorsqu'elles virent venir la femme de charge. La croyant envoyée par leur mère pour les appeler, les 2 jeunes filles allèrent à sa rencontre. Mais Madame Hill dit en s'adressant à Jane. « Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, mais je pensais qu'on aurait reçu de bonnes nouvelles de Londres, et je me suis permis de venir m'en enquérir auprès de vous. »« Que voulez-vous dire, Hill ? Nous n'avons rien reçu de Londres. »« Comment, mademoiselle ?» s'écria Madame Hill, stupéfaite. « Vous ne saviez donc pas que ce qu'il est arrivé pour monsieur, un express envoyé par monsieur Gardiner ? Il est là, depuis une demi-heure, et il a remis une lettre à mon maître. » Les jeunes filles couraient déjà vers la maison. Elles traversèrent le hall et se précipitèrent dans la salle à manger, et de là, de la bibliothèque. Leur père ne se trouvait nulle part. Elles allaient monter chez leur mère quand elles rencontrèrent le valet de chambre. « Si vous cherchez monsieur, mesdemoiselles, il est parti vers le petit bois. » Sur cette indication, elles s'élancèrent hors de la maison et traversèrent la pelouse en courant pour rejoindre leur père, qui d'un pas délibéré se dirigeait vers un petit bois qui bordait la prairie. Jane, moins légère et moins habituée à courir qu'Elizabeth, fut bientôt distancée, tandis que sa sœur, tout essoufflée, rattrapait son père et lui demandait avidement. « Oh, papa, papa, quelle nouvelle, quelle nouvelle! Vous aviez bien reçu quelque chose de mon oncle? » « Oui, un express vient de m'apporter une lettre de lui. »« Eh bien, quelle nouvelle contient-elle? Bonne ou mauvaise? »« Que peut-on attendre de bon ?» dit-il, tirant la lettre de sa poche. « Mais peut-être préférez-vous lire vous-même ce qu'il m'écrit. » Elizabeth lui prit vivement la lettre des mains. À ce moment, Jane les rejoignit. « Lisez-la tout haut, dit M. Bennet, car c'est à peine si je sais moi-même ce qu'elle contient. » Great Short Street, mardi 2 août. Mon cher frère, enfin, il m'est possible de vous envoyer des nouvelles de ma nièce, et j'espère que, somme toute, elles vous donneront quelque satisfaction. Samedi, peu après votre départ, j'ai été assez heureux pour découvrir dans quelle partie de Londres il se cachait. Je passe sur les détails que je vous donnerai de vive voix. Il suffit que vous sachiez qu'ils sont retrouvés. Je les ai vus tous les 2. « Alors c'est bien comme je l'espérais, » s'écria Jane. « Ils sont mariés ?»« Je les ai vus tous les 2. Ils ne sont pas mariés. Et je n'ai pas découvert que le mariage entrât dans leur projet. Mais si vous êtes prêts à remplir les engagements que je me suis risqué à prendre pour vous, je crois qu'il ne tardera pas à avoir lieu. Tout ce qu'on vous demande est d'assurer par contrat à votre fille sa part des 5 000 livres qui doivent revenir à vos enfants après vous, et promettre en outre de lui servir annuellement une rente de 100 livres votre vie durant.
Étant donné les circonstances, j'ai cru pouvoir souscrire sans hésiter à ces conditions dans la mesure où je pouvais m'engager pour vous. Je vous envoie cette lettre par express afin que votre réponse m'arrive sans aucun retard. Vous comprenez facilement par ces détails que la situation pécuniaire de Wickham n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit généralement. Le public a été trompé sur ce point, et je suis heureux de dire que les dettes une fois réglées, il restera un petit capital qui sera porté au nom de ma nièce. Si, comme je le suppose, vous m'envoyez plein pouvoir pour agir en votre nom, je donnerai mes instructions à Egerton pour qu'il dresse le contrat. Je ne vois pas la moindre utilité à ce que vous reveniez à Londres. Aussi, demeurez donc tranquillement à Longbourn et reposez-vous sur moi. Envoyez votre réponse aussitôt que possible en ayant soin de m'écrire en termes très explicites. Nous avons jugé préférable que notre nièce résidât chez nous jusqu'à son mariage, et je pense que vous serez de cet avis. Elle nous arrive aujourd'hui. Je vous réécrirai aussitôt que nos nouvelles décisions auront été prises. Bien à vous, Edward Gardiner. « Est-ce possible ?» s'écria Élisabeth en terminant sa lecture. « Va-t-il vraiment l'épouser ?» « Wickham n'est donc pas aussi indigne que nous l'avions pensé, » dit sa sœur. « Mon cher père, je m'en réjouis pour vous. »« Avez-vous répondu à cette lettre ?» demanda Élisabeth. « Non, mais il faut que je le fasse sans tarder. »« Oh, père, revenez vite écrire cette lettre. Pensez à l'importance que peut avoir le moindre délai. »« Voulez-vous que j'écrive pour vous ? Si cela vous ennuie de le faire, proposa Jane. « Cela m'ennuie énormément, mais il faut que cela soit fait. » Là-dessus, il fit volte-face et revint vers la maison avec ses filles. « Puis-je vous poser une question ?» dit Élisabeth. « Ces conditions, il n'y a sans doute qu'à s'y soumettre ?» ?»« S'y soumettre ? Je suis seulement honteux qu'il demande si peu. »« Et il faut absolument qu'il se marie ? Tout de même, épouser un homme pareil. »« Oui, oui, il faut qu'il se marie. C'est une nécessité qui s'impose. Mais il y a deux choses que je désire vraiment savoir. D'abord, quelle somme votre oncle a dû débourser pour obtenir ce résultat ? Ensuite, comment je pourrai jamais m'acquitter envers lui ? » »« Quelle somme ? Mon oncle ? Que voulez-vous dire ? s'écria Jane. « Je veux dire que pas un homme de sens n'épouserait Lydia pour un appât aussi mince que 100 livres par an pendant ma vie, et 50 après ma mort. » « C'est très juste, » dit Élisabeth. Cette idée ne m'était pas venue encore. Ces dettes payées, et en outre un petit capital, sûrement c'est mon oncle qui a tout fait. Quelle bonté, quelle générosité. J'ai peur qu'il n'ait fait un lourd sacrifice. Ce n'est pas avec une petite somme qu'il aurait pu obtenir ce résultat. Non, dit son père. Wickham est fou s'il prend Lydia à moins de 10 000 livres sterling. Je serais fâché d'avoir à le juger si mal dès le début de nos relations de famille. 10 000 livres, juste ciel. Comment pourrait-on rembourser seulement la moitié d'une pareille somme ? Monsieur Bennet ne répondit point, et tous trois gardèrent le silence jusqu'à la maison. Monsieur Bennet se rendit dans la bibliothèque pour écrire, tandis que ses filles entraient dans la salle à manger. « Ainsi, ils vont se marier !» s'écria Élisabeth dès qu'elles furent seules. « Et dire qu'il faut en remercier la Providence. Qu'ils s'épousent avec des chances de bonheur si minces et la réputation de Wickham si mauvaise, voilà ce dont nous sommes forcés de nous réjouir. Oh, Lydia !»« Je me console, dit Jane, en pensant qu'il n'épouserait pas Lydia s'il n'avait pas pour elle une réelle affection. Que notre oncle ait fait quelque chose pour le libérer de ses dettes, c'est probable, mais je ne puis croire qu'il ait avancé 10 000 livres ou une somme qui s'en approche. Il est père de famille, comment pourrait-il disposer de 10 000 livres ? Si nous arrivons jamais à connaître d'un côté le montant des dettes et de l'autre le chiffre du capital ajouté à la dot de Lydia, nous saurons exactement ce qu'a fait pour eux M. Gardiner, car Wickham n'a pas 6 pence lui appartenant en propre. Jamais nous ne pourrons assez reconnaître la bonté de mon oncle et de ma tante. Avoir pris Lydia chez eux et lui accorder pour son plus grand bien leur protection et leur appui est un acte de dévouement que ces années de reconnaissance ne suffiront pas à acquitter. Pour le moment, la voilà près d'eux,
et si un tel bienfait n'excite pas ses remords, elle ne mérite pas d'être heureuse. Quel a dû être son embarras devant ma tante à leur première rencontre? Efforçons-nous d'oublier ce qu'il s'est passé de part et d'autre, dit Jane. J'ai espoir et confiance qu'ils seront heureux. Pour moi, du moment qu'il l'épouse, c'est qu'il veut enfin rentrer dans la bonne voie. Leur affection mutuelle les soutiendra, et je me dis qu'ils mèneront une vie assez rangée et raisonnable pour que le souvenir de leur imprudence finisse par s'effacer. Leur conduite a été telle, répliqua Élisabeth, que ni vous ni moi, ni personne ne pourront jamais l'oublier. Il est inutile de se leurrer sur ce point. Il vint alors à l'esprit des jeunes filles que leur mère, selon toute vraisemblance, ignorait encore les nouvelles reçues. Elles allèrent donc trouver leur père dans la bibliothèque et lui demandèrent si elles devaient mettre elles-mêmes madame Bennet au courant. Il était en train d'écrire et, sans lever la tête, répondit froidement. « Faites comme il vous plaira. » « Pouvons-nous emporter la lettre de mon oncle pour la lui lire ? » ?»« Emportez ce que vous voulez, et laissez-moi tranquille. » Élisabeth prit la lettre sur le bureau, et les deux sœurs montèrent chez madame Bennet. Kitty et Mary se trouvaient auprès d'elle, si bien que la même communication servit pour tout le monde. Après un court préambule pour les préparer à de bonnes nouvelles, Jane lut la lettre tout haut. Madame Bennet avait peine à se contenir. Quand vint le passage où M. Gardiner exprimait l'espoir que Lydia serait bientôt mariée, sa joie éclata, et la suite ne fit qu'ajouter à son exaltation. Le bonheur la bouleversait aussi violemment que l'inquiétude et le chagrin l'avaient tourmentée. « Ma Lydia, ma chère petite Lydia !» s'exclama-t-elle. « Quelle joie! Elle va se marier! Je la reverrai! Elle va se marier à 16 ans! Oh, mon bon frère! Je savais bien qu'il arrangerait tout. Comme il me tarde de la revoir et de revoir aussi ce cher Wickham. Mais les toilettes de noces. Je vais écrire tout de suite à ma sœur Gardiner pour qu'elle s'en occupe. Lizzie, mon enfant, courez demander à votre père combien il lui donnera. Non, restez, j'y vais moi-même. Sonnez Hill, Kitty. Je m'habille à l'instant. Lydia, ma chère Lydia, comme nous serons contentes de nous retrouver. Jane tenta de calmer ses transports en représentant à sa mère les obligations que leur créait le dévouement de M. Gardiner. Car, dit-elle, nous devons pour une bonne part attribuer cet heureux dénouement à la générosité de mon oncle. Nous sommes persuadés qu'il s'est engagé à aider pécuniairement M. Wickham. Eh bien, s'écria sa mère, c'est très juste. Qui pouvait mieux le faire que l'oncle de Lydia? S'il n'avait pas de famille, toute sa fortune devrait revenir à moi et à mes enfants. C'est bien la première fois que nous recevrons quelque chose de lui, à part de menus cadeaux de temps à autre. Vraiment, je suis trop heureuse. J'aurai bientôt une fille mariée. Madame Wickham, comme cela sonne bien. Et elle n'a que 16 ans. Et depuis le mois de juin. Ma chère Jane, je suis trop émue pour être capable d'écrire moi-même. Aussi, je vais dicter et vous écrirez. Plus tard, nous déciderons avec votre père la somme à envoyer. Mais occupons-nous d'abord de commander le nécessaire. Elle commençait à entrer dans toutes sortes de détails, de calicot, de mousseline, de batiste, et elle aurait bientôt dicté d'abondantes commandes si Jane ne l'avait non sans peine persuadée d'attendre que M. Bennet fût libre pour le consulter. Un jour de retard, observa-t-elle, ne tirait pas à conséquence. L'heureuse mère céda, oubliant son habituelle obstination. D'autres projets, d'ailleurs, lui venaient en tête. « Dès que je serai prête, déclara-t-elle, j'irai à Meryton pour annoncer la bonne nouvelle à ma sœur Phillips. En revenant, je pourrai m'arrêter chez Lady Lucas et chez madame Long. Kitty, descendez vite commander la voiture. Cela me fera bien de prendre l'air. Enfant, puis-je faire quelque chose pour vous à Meryton? Ah, voilà Hill. Ma brave Hill, avez-vous appris la bonne nouvelle? Miss Lydia va se marier. Et le jour de la noce, vous aurez tous un bol de punch pour vous mettre en cœur en fête. » Madame Hill aussitôt d'exprimer sa joie. Élisabeth reçut ses compliments comme les autres, puis, lasse de tant d'extravagance, elle chercha un refuge dans sa chambre pour s'abandonner librement à ses pensées. La situation de la pauvre Lydia, en mettant les choses au mieux, était encore suffisamment triste.
mais il fallait se féliciter qu'elle ne fût pas pire. Tel était le sentiment d'Élisabeth. Et bien qu'elle ne pût compter pour sa sœur sur un avenir de bonheur et de prospérité, en pensant à leurs angoisses passées, elle apprécia les avantages du résultat obtenu. Chapitre 50. Durant les années écoulées, M. Bennet avait souvent regretté qu'au lieu de dépenser tout son revenu, il n'eût pas mis de côté chaque année une petite somme pour assurer après lui la possession d'un capital à ses filles et à sa femme, si celle-ci lui survivait. Il le regrettait aujourd'hui plus que jamais. S'il avait rempli ce devoir, Lydia, à cette heure, ne devrait pas à son oncle l'honneur et la dignité qu'on était en train d'acheter pour elle. Et c'est lui-même qui aurait la satisfaction d'avoir décidé un des jeunes hommes les moins estimables de la Grande-Bretagne à devenir le mari de sa fille. Il était profondément contrarié de penser qu'une affaire si désavantageuse pour tout le monde se réglait aux seuls frais de son beau-frère, et résolu à découvrir s'il le pouvait le montant des sommes qu'il avait déboursées pour lui. Il se proposait de les lui rendre aussitôt qu'il en aurait les moyens. Quand M. Bennet s'était marié, il n'avait pas considéré l'utilité des économies. Naturellement, il escomptait la naissance d'un fils, par quoi serait annulée la clause de l'entaille, et assuré le sort de Madame Bennet et de ses autres enfants. 5 filles firent l'une après l'autre leur entrée en ce monde, mais le fils ne vient pas. Madame Bennet l'avait espéré encore bien des années après la naissance de Lydia. Ce rêve avait dû être enfin abandonné, mais il était trop tard pour songer aux économies. Madame Bennet n'avait aucun goût pour l'épargne, et seule l'aversion de M. Bennet pour toute dépendance les avait empêchés de dépasser leurs revenus. D'après le contrat de mariage, 5 000 livres devaient revenir à Madame Bennet et à ses filles. Mais la façon dont cette somme serait partagée entre les enfants était laissée à la volonté des parents. C'était là un point que, pour Lydia tout au moins, il fallait décider dès à présent, et M. Bennet ne pouvait avoir aucune hésitation à accepter la proposition qui lui était faite. En des termes qui, bien que concis, exprimaient sa profonde reconnaissance, il écrivit à son beau-frère qu'il approuvait pleinement tout ce qu'il avait fait, et ratifiait tous les engagements qu'il avait pris en son nom. C'était pour M. Bennet une heureuse surprise de voir que tout s'arrangeait sans plus d'effort de sa part. Son plus grand désir actuellement était d'avoir à s'occuper le moins possible de cette affaire. Maintenant que les premiers transports de colère qui avaient animé ses recherches étaient passés, il retournait naturellement à son indolence coutumière. Sa lettre fut bientôt écrite, car s'il était lent à prendre une décision, il la mettait rapidement en exécution. Il priait son beau-frère de lui donner le compte détaillé de tout ce qu'il devait, mais il était encore trop irrité pour le charger de transmettre à Lydia le moindre message. Les bonnes nouvelles, bientôt connues dans toute la maison, se répandirent rapidement aux alentours. Elles furent accueillies par les voisins avec une décente philosophie. Évidemment, leur conversation aurait pu trouver un plus riche aliment si Miss Lydia Bennet était revenue brusquement au logis paternel, ou mieux encore si elle avait été mise en pénitence dans une ferme éloignée. Mais son mariage fournissait encore une ample matière à la médisance, et les vœux exprimés par les vieilles dames acrimonieuses de Meryton ne perdirent pas beaucoup de leur fiel par suite du changement de circonstances, car, avec un pareil mari, le malheur de Lydia pouvait être considéré comme certain. Il y avait 15 jours que Madame Bennet gardait la chambre, mais en cet heureux jour, elle reprit sa place à la table de famille dans des dispositions singulièrement joyeuses. Aucun sentiment de honte ne venait diminuer son triomphe. Le mariage d'une de ses filles, son vœu le plus cher depuis que Jane avait 16 ans, allait s'accomplir. Elle ne parlait que de tous ses coups, que de tout ce qui figure dans les noces somptueuses, fines mousselines, équipages et serviteurs. Elle passait en revue toutes les maisons du voisinage, pouvant convenir à sa fille, et sans qu'elle sût ni considérât quel pourrait être le budget du jeune ménage, rien ne pouvait la satisfaire. Hayne Park ferait l'affaire si ces Gouldinez s'en allaient, ou la grande maison à Stoke, si le salon était un peu plus vaste. Mais Ashworth est trop loin. Je ne pourrais supporter l'idée d'avoir Lydia à 10 milles de chez nous. Quant à Purvis Lodge, le toit de la maison est trop laid.
Son mari la laissa parler sans l'interrompre tant que les domestiques restèrent pour le service, mais quand ils se furent retirés, il lui dit « Madame Bennet, avant de retenir pour notre fille et votre gendre une ou plusieurs de ces maisons, tâchons d'abord de nous entendre. Il y a une maison, en tout cas, où ils ne mettront jamais les pieds. Je ne veux pas avoir l'air d'approuver leur coupable folie en les recevant à Longbourn. » Cette déclaration provoqua une longue querelle, mais M. Bennet tint bon et ne tarda pas à en faire une autre qui frappa madame Bennet de stupéfaction et d'horreur. Il dit qu'il n'avancerait pas une guinée pour le trousseau de sa fille et affirma que Lydia ne recevrait pas de lui la moindre marque d'affection en cette circonstance. Madame Bennet n'en revenait pas. Elle ne pouvait concevoir que la colère de son mari contre sa fille pût être poussée au point de refuser à celle-ci un privilège sans lequel, lui semblait-il, le mariage serait à peine valide. Elle était plus sensible pour Lydia au déshonneur qu'il y aurait à se marier sans toilette neuve qu'à la honte de s'être enfuie et d'avoir vécu 15 jours avec Wickham avant d'être sa femme. Élisabeth regrettait maintenant d'avoir confié à M. Darcy dans un moment de détresse les craintes qu'elle éprouvait pour sa sœur. Puisqu'un prompt mariage allait mettre fin à son aventure, on pouvait espérer en cacher les malheureux préliminaires à ceux qui n'habitaient pas dans les environs immédiats. Elle savait que rien ne serait étourité par lui. Il y avait peu d'hommes dont la discrétion lui inspirât autant de confiance. Mais en même temps, il y en avait bien peu à qui elle n'aurait pas tenu davantage à cacher la fragilité de sa sœur. Non cependant à cause du préjudice qu'il en pourrait résulter pour elle-même, car entre elle et Darcy il y avait désormais, semblait-il, un abîme infranchissable. Le mariage de Lydia eût-il été conclu le plus honorablement du monde, il n'était guère vraisemblable que M. Darcy voulût entrer dans une famille contre laquelle, à tant d'autres objections, venait s'ajouter celle d'une parenté étroite avec l'homme qu'il méprisait si justement. Élisabeth ne pouvait s'étonner qu'il reculât devant une telle alliance. Il était invraisemblable que le sentiment qu'il lui avait laissé voir en Derbyshire dût survivre à une telle épreuve. Elle était humiliée, attristée, et ressentait un vague repentir sans avoir au juste de quoi. Elle désirait jalousement l'estime de M. Darcy, maintenant qu'elle n'avait plus rien à en espérer. Elle souhaitait entendre parler de lui quand il semblait qu'elle n'eût aucune chance de recevoir de ses nouvelles, et elle avait la conviction qu'avec lui elle aurait été heureuse, alors que, selon toute probabilité, jamais plus ils ne se rencontreraient. Quel triomphe pour lui, pensait-elle souvent. S'il savait que les offres qu'elle avait si fièrement dédaignées 4 mois auparavant seraient maintenant accueillies avec joie et reconnaissance. Oui, bien qu'en son jugement il dépassât en générosité tous ceux de son sexe, il était humain qu'il triomphât. Elle se rendait compte à présent que Darcy, par la nature de ses qualités, était exactement l'homme qui lui convenait. Son intelligence, son caractère, quoique si différent du sien, auraient correspondu à ses vœux. Leur union eût été à l'avantage de l'un ou de l'autre. La vivacité et le naturel d'Élisabeth auraient adouci l'humeur de Darcy et donné plus de charme à ses manières, et lui-même, par son jugement, par sa culture de son esprit, par la connaissance du monde, aurait pu exercer sur elle une influence plus heureuse encore. Mais on ne devait pas voir une telle union offrir au public l'image fidèle de la félicité conjugale. Une autre d'un caractère tout différent allait se former dans sa famille, qui excluait pour la première toute chance de se réaliser. Élisabeth se demandait comment pourrait être assurée à Wickham et à Lydia une indépendance suffisante. Mais il lui était aisé de se représenter le bonheur instable dont pourraient jouir 2 êtres qu'avait seul rapproché la violence de leur passion. Une nouvelle lettre de M. Gardiner arriva bientôt. Au remerciement de M. Bennet, il répondait brièvement par l'assurance de l'intérêt qu'il portait à tous les membres de sa famille, et demandait pour conclure de ne pas revenir sur le sujet. Le but principal de sa lettre était d'annoncer que M. Wickham était déterminé à quitter la milice.
Depuis que le mariage a été décidé, c'est mon vif désir de lui voir prendre ce parti. Vous penserez sans doute, comme moi, que ce changement de milieu est tout aussi opportun pour ma nièce que pour lui. Monsieur Wickham a l'intention d'entrer dans l'armée régulière, et il a d'anciens amis qui sont prêts à appuyer sa demande. On lui a promis un brevet d'enseigne dans un régiment du Nord. La distance entre ce poste et notre région n'est pas un désavantage. Il paraît bien disposé, et je veux croire que, dans un autre milieu, le souci de sauvegarder leur réputation les rendra tous deux plus circonspects. J'ai écrit au colonel Forster pour l'informer de nos présents arrangements et le prier de satisfaire les créanciers de Wickham à Brighton et aux environs par la promesse d'un règlement rapide pour lequel je me suis engagé. Voulez-vous prendre la peine de donner la même assurance à ces créanciers de Meryton dont vous trouverez ci-jointe la liste remise par lui-même? Il nous a déclaré toutes ses dettes. J'aime à croire, du moins, qu'il ne nous a pas trompés. Agerton à nos ordres, et tout sera prêt d'ici une 8aine de jours. Wickham et sa femme partiront à Londres alors pour rejoindre le régiment, à moins qu'ils ne soient d'abord invités à Longbourn. Et ma femme me dit que Lydia désire ardemment vous revoir tous avant son départ pour le Nord. Elle va bien et me charge de ses respects pour vous et pour sa mère. Vôtre, Édouard Gardiner. Monsieur Bennet et ses filles voyaient aussi clairement que Monsieur Gardiner combien il était heureux que Wickham quittât le régiment de la milice. Mais Madame Bennet était beaucoup moins satisfaite. Voir Lydia s'établir dans le nord de l'Angleterre, juste au moment où elle était si joyeuse et si fière à la pensée de l'avoir auprès d'elle, quelle cruelle déception. Et puis, quel dommage pour Lydia de s'éloigner d'un régiment où elle connaissait tout le monde. Elle aimait tant Madame Forster, soupira-t-elle, qu'il lui sera très dur d'en être séparée. Il y avait aussi plusieurs jeunes gens qui lui plaisaient beaucoup. Dans ce régiment du Nord, les officiers seront peut-être moins aimables. La demande que faisait Lydia d'être admise à revoir sa famille avant son départ fut d'abord accueillie de la part de son père par un refus péremptoire. Mais Jane et Elizabeth désiraient vivement, pour le bien ainsi que pour la réputation de leur sœur, qu'elle fût traitée moins durement, et elles pressèrent leur père avec tant d'insistance, de douceur et de raison, de recevoir les jeunes époux à Longbourn, qu'il finit par se laisser persuader. Leur mère eut donc la satisfaction d'apprendre qu'elle pourrait exhiber la jeune mariée à tout le voisinage avant son lointain exil. En répondant à son beau-frère, M. Bennet envoya la permission demandée, et il fut décidé qu'au sortir de l'église, le jeune couple prendrait la route de Longbourn. Elizabeth fut surprise cependant que Wickham consentît à cet arrangement. En ce qui la concernait, à ne consulter que son inclinaison, une rencontre avec lui était bien la dernière chose qu'elle eût souhaitée. Chapitre 51. Le jour du mariage de Lydia, Jane et Elizabeth se sentirent certainement plus émues que la mariée elle-même. La voiture fut envoyée à la rencontre du jeune couple qui devait arriver pour l'heure du dîner. Les sœurs aînées appréhendaient le moment du revoir, Jane en particulier qui prêtait à la coupable les sentiments qu'elle aurait éprouvés à sa place et souffrait elle-même de ce qu'elle devait endurer. Ils arrivèrent. Toute la famille était réunie dans le petit salon pour les accueillir. Le visage de Madame Bennet n'était que sourire. Celui de son mari restait grave et impénétrable. Les jeunes filles se sentaient inquiètes, anxieuses et mal à l'aise. La voix de Lydia se fit entendre dans l'antichambre. La porte s'ouvrit brusquement et elle se précipita dans le salon. Sa mère s'avança pour la recevoir dans ses bras et l'embrassa avec transport, puis tendit la main avec un affectueux sourire à Wickham qui suivait la jeune femme, et leur exprima ses vœux avec un empressement qui montrait bien qu'elle ne doutait nullement de leur bonheur. L'accueil qu'ils reçurent ensuite de M. Bennet ne fut pas tout à fait aussi cordial. Sa raideur s'accentua, et c'est à peine s'il ouvrit la bouche. La désinvolture du jeune couple lui déplaisait extrêmement. Elle indignait Elizabeth et choquait Jane elle-même. Lydia était toujours Lydia, aussi intrépide, aussi exubérante, aussi bruyante, aussi indomptable que jamais.
Elle allait d'une sœur à l'autre en réclamant leurs félicitations, et quand, à la fin de tout le monde fut assis, elle se mit à regarder le salon en prenant note de quelques changements qu'on y avait apportés, observa en riant qu'il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était pas trouvée dans cette pièce. Wickham ne montrait pas plus d'embarras, mais il avait des manières si charmantes que si sa réputation et son mariage n'avaient pas donné lieu à aucun blâme, l'aisance souriante avec laquelle il se réclamait de leur nouvelle parenté aurait ravi tout le monde. Élisabeth ne revenait pas d'une telle assurance et se disait qu'il était vain d'imaginer une limite à l'audace d'un homme aussi imprudent. Elle et Jane se sentaient rougir, mais sur le visage de ceux qui étaient en cause de leur confusion, elle ne voyait aucun changement de couleur. La conversation ne languissait pas. La mariée et la mère ne pouvaient chacune parler avec assez de volubilité, et Wickham, qui se trouvait assis à côté d'Élisabeth, se mit à lui demander des nouvelles de toutes les personnes qu'il connaissait dans le voisinage, avec un air naturel et souriant qu'elle fut incapable de prendre elle-même pour lui répondre. Sa femme et lui ne paraissaient avoir que de joyeux souvenirs, et Lydia abordait volontairement des sujets auxquels ses sœurs n'auraient voulu pour rien au monde faire allusion. « Songez qu'il y a déjà 3 mois que je suis partie, s'écria-t-elle. Il me semble qu'il y a seulement 15 jours, et pourtant les événements n'ont pas manqué pendant ces quelques semaines. Dieu du ciel! Me doutais-je, quand je suis partie, que je reviendrais mariée? Bien que je ne sois dit quelquefois que ce serait joliment amusant si cela arrivait. » Ici, son père fronça les sourcils. Jane paraissait au supplice, tandis qu'Élisabeth fixait sur Lydia des regards significatifs. Mais celle-ci ne voyait ni n'entendait ce qu'elle aurait voulu voir ou entendre, et continua gaiement. « Oh, maman, sait-on seulement par ici que je me suis mariée aujourd'hui? J'avais peur que non. Aussi, quand nous avons dépassé sur la route le cabriolet de Sir William Golding, j'ai baissé la glace, ôté mon gant et posé la main sur le rebord de la portière afin qu'il puisse voir mon alliance. Et j'ai fait des saluts et des sourires à n'en plus finir. » Élisabeth n'en put supporter davantage. Elle s'enfuit du salon et ne revint que lorsqu'elle entendit tout le monde traverser le hall pour gagner la salle à manger. Elle y arriva à temps pour voir Lydia se placer avec empressement à la droite de sa mère, en disant à sa sœur aînée : « Maintenant, Jane, vous devez me céder votre place, puisque je suis une femme mariée. » Il n'y avait pas lieu de croire que le temps donnerait à Lydia la réserve dont elle se montrait si dépourvue dès le commencement. Son assurance et son impétuosité ne faisaient qu'augmenter. Il lui tardait de voir Madame Phillips, les Lucas, tous les voisins, et de s'entendre appeler Madame Wickham. En attendant, elle s'en fut après le repas exhiber son alliance et faire parade de sa nouvelle dignité devant Madame Hills et les 2 servantes. « Eh bien, maman, dit-elle quand tous furent revenus dans le petit salon. Que dites-vous de mon mari? N'est-ce pas un homme charmant? Je suis sûre que mes sœurs m'envient, et je leur souhaite d'avoir seulement moitié autant de chance que moi. Il faudra qu'elles aillent toutes à Brighton. C'est le meilleur endroit pour trouver des maris. Quel dommage que nous n'y soyons pas allés toutes les 5. C'est bien vrai. Et si cela n'avait dépendu que de moi, mais, ma chère Lydia, cela me déplaît beaucoup de vous voir partir si loin. Est-ce absolument nécessaire? Je crois que oui, mais j'en suis très contente. Vous et papa viendrez nous voir ainsi que mes sœurs. Nous serons à Newcastle tout l'hiver. Il y aura sûrement des bals et je m'engage à fournir mes sœurs de danseurs agréables. Quand vous partirez, vous pourrez nous en laisser 1 ou 2 et je fais forte de leur trouver des maris avant la fin de l'hiver. Je vous remercie pour ma part, dit Élisabeth, mais je n'apprécie pas spécialement votre façon de trouver des maris. Le jeune couple ne devait pas rester plus de 10 jours. M. Wickham avait reçu son brevet avant son départ de Londres et devait avoir rejoint son régiment avant la fin de la quinzaine. Personne, à part Madame Bennet, ne regrettait la brièveté de leur séjour. Elle employa tout le temps à faire des visites avec sa fille et à organiser chez elle de nombreuses réceptions qui firent plaisir à tout le monde, certains membres de la famille ne demandant qu'à éviter l'intimité. Élisabeth eut vite observé que les sentiments de Wickham pour Lydia n'avaient pas la chaleur de ceux que Lydia éprouvait pour lui.
et elle n'eut pas de peine à se persuader que c'était la passion de Lydia et non celle de Wickham qui avait provoqué l'enlèvement. Elle aurait pu se demander pourquoi, n'étant pas plus vivement épris, il avait accepté de fuir avec Lydia, si elle n'avait pas tenu pour certain que cette fuite était commandée par ses embarras pécuniaires, et dans ce cas, Wickham n'était pas homme à se refuser l'agrément de partir accompagné. Lydia était follement éprise. Elle n'ouvrait la bouche que pour parler de son cher Wickham. C'était la perfection en tout, et personne ne pouvait lui être comparé. Un matin, qu'elle se trouvait avec ses deux aînés, elle dit à Élisabeth : « Lizzie, je ne vous ai jamais raconté mon mariage, je crois. Vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé à maman et aux autres. N'êtes-vous pas curieuse de savoir comment les choses se sont passées ? » « Non, en vérité, » répliqua Élisabeth. « Je suis d'avis que moins on en parlera, mieux ça vaudra. »« Mon Dieu, que vous êtes étrange, tout de même. Il faut que je vous mette au courant. Vous savez que nous nous sommes mariés à Saint-Clément, parce que Wickham habitait sur cette paroisse. Il avait été convenu que nous y serions tous à 11h. Mon oncle, ma tante et moi devions nous y rendre ensemble, et les autres nous rejoindre à l'église. Le lundi matin, j'étais dans un état. J'avais si peur qu'une difficulté quelconque ne vînt tout remettre. Je crois que j'en serais devenue folle. Pendant que je m'habillais, ma tante ne cessait de parler et de discourir, comme si elle débitait un sermon. Mais je n'entendais pas un mot. Car vous supposez bien que je pensais à mon cher Wickham. J'avais tellement envie de savoir s'il se marierait avec cet habit bleu. Nous avons déjeuné à 10h, comme d'habitude. Il me semblait que l'aiguille de la pendule n'avançait pas, car il faut nous dire que l'oncle et la tante ont été aussi désagréables que possible tout le temps que je suis restée avec eux. Vous me croirez si vous voulez, mais on ne m'a pas laissé sortir une seule fois pendant toute la quinzaine. Pas une petite réunion, rien. Assurément, Londres était à ce moment assez vide, mais enfin, le petit théâtre était encore ouvert. Pour en revenir à mon mariage, la voiture arrivait devant la porte lorsque mon oncle fut demandé par cet affreux homme, Monsieur Stone, et vous savez qu'une fois ensemble, ils n'en finissent plus. J'avais une peur terrible que les voir oublier l'heure, ce qui aurait fait remettre mon mariage au lendemain. Et nous ne pouvions nous passer de mon oncle qui devait me conduire à l'hôtel. Heureusement, il est revenu au bout de 10 minutes, et l'on s'est remis en route. Depuis, j'ai réfléchi que si mon oncle avait été retenu, le mariage aurait pu quand même avoir lieu, car M. Darcy aurait pu très bien le remplacer. « Monsieur Darcy !» s'écria Élisabeth, abasourdie. « Mais oui, vous savez qu'il devait venir avec Wickham. »« Oh, mon Dieu, j'ai oublié que je ne devais pas souffler mot de cela. Je l'avais si bien promis. Que va dire Wickham ? » C'était un tel secret. « S'il en est ainsi, dit Jane, ne nous dites pas un mot de plus et soyez assurés que je ne chercherai pas à en savoir davantage. »« Certainement, appuya Élisabeth, qui pourtant était dévorée de curiosité. Nous ne poserons pas de questions. »« Merci, dit Lydia, car si vous m'en posiez, je vous dirais tout, et Wickham serait très fâché. » Devant cet encouragement, Élisabeth, pour pouvoir tenir sa promesse, fut obligée de se sauver dans sa chambre. Mais demeurer dans l'ignorance de ce qui s'était passé était chose impossible, ou du moins il était impossible de ne pas chercher à s'en renseigner. Ainsi, M. Darcy avait assisté au mariage de sa sœur. Les suppositions les plus extravagantes traversèrent l'esprit d'Élisabeth, sans qu'aucune pût la satisfaire. Celle qui lui plaisait davantage, parce qu'elle donnait une grande noblesse à la conduite de M. Darcy, lui semblaient les plus invraisemblables. Incapable de supporter plus longtemps cette incertitude, elle saisit une feuille de papier et écrivit à sa tante une courte lettre où elle la priait de lui expliquer les paroles échappées à Lydia. « Vous comprendrez facilement combien je suis curieuse de savoir comment un homme, qui ne nous est nullement apparenté, qui n'est même pas un ami de notre famille, pouvait se trouver parmi vous dans une telle circonstance. Je vous en prie, écrivez-moi tout de suite pour me donner cette explication, à moins que vous ayez de très sérieuses raisons pour garder ce secret, comme Lydia semblait le croire nécessaire. Dans ce cas, je tâcherai de m'accommoder de mon ignorance. » Pour cela, certainement non, se dit Élisabeth à elle-même, et elle termina sa lettre ainsi. « Mais je dois vous prévenir, ma chère tante,
que si vous ne me renseignez pas d'une manière honorable, j'en serai réduite à employer des ruses et des stratagèmes pour découvrir la vérité. Jane avait une telle délicatesse trop scrupuleuse pour reparler avec Élisabeth de ce que Lydia avait laissé échapper. Élisabeth n'en était pas fâchée. Jusqu'au moment où elle aurait appris quelque chose, elle préférait se passer de confidente. C'était la fin du chapitre et de la partie 5. Bonne lecture et à bientôt.